Au dernier étage de la tour de Barad-dûr se rassemblent les plus grands généraux de l'armée de Sauron. Depuis leur terrible sommet, ils tentent de passer en revue les forces en présence sur la Terre du Milieu. En exclusivité sur nos ondes, nous vous proposons de découvrir leurs échanges et de vous plonger dans le jeu de bataille du Seigneur des Anneaux. Bienvenue sur Radio Barad-dûr. Ces portes noires ne sont pas gardées que par des orques. En ces lieux, il y a un mal qui ne dort jamais. Et le grand œil est toujours attentif. C'est une terre dévastée et stérile, recouverte de braises, de cendres et de poussière. C'est une folie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e épisode de Radio Barad-dûr. Aujourd'hui, nous nous attaquons à un gros morceau de la Terre du Milieu. Nous allons devoir peser nos mots avec prudence, car le grand œil nous surveille et ne tolérera aucune erreur. Pour ce faire, je suis accompagné de deux invités que vous connaissez déjà. Aloïs et PA, bonjour. Salut. Ensemble, nous allons essayer de décortiquer les secrets des armées de Sauron le Grand. Mon maître vous souhaite la bienvenue. Pour commencer, et comme à l'habitude, nous allons nous pencher sur les unités de base que constitue cette liste. Nous avons un guerrier orc un peu boosté dans cette faction, l'orc du Morannon. PA, est-ce que tu peux nous en parler ? L'orc du Morannon, ça va être le guerrier de base de toute armée du Mordor. C'est vraiment le seul guerrier digne d'être présent dans cette armée. Tout simplement parce que il cumule des stats qui sont excellentes. Avec sa force 4 et sa défense 6, il est équipé d'un bouclier. C'est un sacré puncher et il peut encaisser beaucoup. C'est vrai qu'en compétitif, la force 4 et la défense 6, c'est un peu ce qu'on recherche tous dans notre première ligne. Exactement, parce que la défense 6 va beaucoup protéger de la force 3 et de la force 2, parce qu'il faudra des 6 pour le blesser, et la force 4 va permettre de blesser assez facilement la défense 6 en doublant nos chances de blesser. Et puis, la dernière caractéristique, c'est qu'il est quand même assez bon marché, puisqu'il coûte que 7 points de base. Après, on rajoute un point d'équipement par-ci par-là. Donc, très accessible dans l'armée pour en prendre en bonne quantité. Donc c'est vraiment ce qui va nous faire le ciment. Ils seront aussi bons en première ligne avec la défense 6 qu'en soutien pour amener la force 4 avec leur lance pour aider à gagner les combats. Et justement, il y a une figurine qui s'associe très bien avec eux pour amener du combat 4, c'est le Numénorin Noir. Tout à fait. Figurine très estimable dans l'armée du Mordor, puisqu'elle compense les quelques faiblesses que peuvent avoir les guerriers du Morannon, qui sont la capacité 4, qu'on va retrouver beaucoup dans à peu près toutes les armées. Voilà, petite faiblesse, ainsi que la bravoure des orques du Morannon, qui n'est que de 2. Les Numénorains noirs ont bravoure 4, ce qui va leur permettre d'aller chercher des figurines terrifiantes, des héros qui causent la terreur de manière assez facile. Et ils ont donc défense 6, ce qui permet d'en faire une ligne de front tout à fait acceptable. Donc eux en première ligne, les Morannons derrière avec la force 4, avec une lance, peut-être un bouclier, pas forcément, mais voilà. Ça va choisir suivant le budget qu'on a au niveau des points. Et puis ce qui est vachement sympa de les mettre en première ligne, c'est qu'eux-mêmes causent la terreur. Absolument, c'est une règle vraiment très intéressante que peu de figurines ont en fin de compte, qui va vous donner énormément d'avantages contre des armées qui ne vont peut-être pas être protégées contre la terreur. Associez ça avec un Nazgûl qui apporte son malus de -1 en bravoure, forcément vous avez un combo très intéressant. Et je rajouterais en plus, c'est que si on joue une armée pure du Mordor, c'est vraiment une figurine qui va profiter à fond des bonus, parce qu'ils ont plus 1 en bravoure, donc ils vont passer à bravoure 5, alors que les orques vont plutôt profiter de la frénésie du chaman pour réussir leur test. Et ils relancent aussi nativement tous les 1. Ce qui compense assez bien la force 3 finalement. Exactement. C'est qu'on n'a pas encore parlé du bonus d'armée du Mordor en pur, et c'est un bonus qui est vraiment très sympa. Il n'y en a pas beaucoup des bons dans le jeu, mais celui-là c'en est vraiment un. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où vous êtes plus nombreux que l'adversaire sur la table, vous allez avoir plus 1 de bravoure pour vos guerriers du Mordor, et vous allez pouvoir relancer les 1 pour blesser au combat. Donc ça veut dire qu'on va blesser assez facilement. En plus avec la force 4, on a vu tout à l'heure, ça commence à avoir des stats un peu intéressantes. Et en plus, on va bien tenir pour faire des charges sur du terrifiant, ou tenir la démo si on est toujours plus nombreux à la fin de la partie. Exactement, donc ça ouvre vraiment plusieurs choix stratégiques. Est-ce qu'on va faire une alliance verte en mettant les Numénoriens et profiter du bonus, ou alors on dit on part sur du jaune et on prend des orques avec de la frénésie pour retenir tout aussi bien les choses. On va revenir un peu tout à l'heure sur comment est-ce qu'on construit une liste autour de ces trucs-là. Le Numénorin Noir, on le voit assez rarement sur les tables dans ce format-là, mais il existe aussi à cheval. Effectivement, c'est le chevalier de Morgul, qu'on ne voit même jamais,
qui vaut 18 points si je ne m'abuse, sur équipé. cheval caparaçonné, Oui. avec une lance de cavalerie, ce qui est intéressant. Donc défense 6 aussi. Il a toutes les stats d'une minorée noire de base. Donc Si la ce n'est, terreur, le combat voilà. 4, la défense 6. C'est ça, donc on lui rajoute un cheval caparaçonné, donc un petit peu plus résistant qu'un cheval classique, et donc la lance de cavalerie qui permet d'avoir un peu de punch en charge. Après, ça reste une figurine assez chère. Pour de la cavalerie, quand même, on est sur la figurine qui est l'équivalent d'un cavalier de Mirkoud, par exemple. Mais pourquoi pas, c'est une figurine qu'on voit assez peu, qui reste pourtant intéressante, puisque bonne bravoure, qui peut amener du punch une fois qu'elle est en charge. Bon. Oui, moi l'intérêt que j'y vois, c'est que une fois passé la première charge de cavalerie, comme c'est terrifiant, en plus on va avoir du mal à la recharger en face. Donc potentiellement, on peut maximiser les chances de recharger une deuxième fois. La force 3 devient une espèce de force 5 virtuelle avec le plus 1 pour blesser. Ça commence à avoir un peu de punch. Pourquoi pas. Après, c'est vrai que les 18 points, on préférerait en général mettre, je sais pas, un pisteur orc sur Warg ou un cavalier orc sur Warg de manière classique, qui va coûter moins cher, qui va apporter la mobilité qu'on lui connaît, qui va avoir la force de 4 grâce au Warg. Et finalement, en fait, c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant et ce qui est privilégié par les joueurs. C'est pour moi la 3e unité de base qu'on voit vraiment dans toutes les listes du Mordor. Qu'est-ce que c'est que ce fameux pisteur ? C'est simplement la meilleure unité du jeu. Au moins. C'est le meilleur tireur du jeu. C'est la fameuse figurine God Tier. On en parle toujours, on la fantasme, mais en fait elle est bien là. Ne me tentez pas, Frodon. À travers moi, pourrait atteindre un pouvoir trop grand et trop terrible à imaginer. Le pisteur, c'est peut-être la meilleure unité de tir du mal en termes de qualité-prix, puisque c'est une figurine qui coûte extrêmement peu cher, 5 points. Et ça veut dire que dès qu'elle va faire un mort au tir, la figurine sera peut-être rentabilisée, elle va peut-être même rentabiliser son copain à côté. Donc c'est une unité qui est très intéressante à apprendre. À noter que c'est un très bon tireur orc parce qu'il tire sur 4+, au lieu de 5+, mais on perd en résistance parce qu'il n'aura qu'une défense de 3. C'est-à-dire qu'il faut faire attention s'il y a un monstre qui projette, ou les javelots, ou toutes les choses comme ça qui peuvent les blesser quand même très facilement. Et puis une fois au corps à corps, effectivement, ça saute sur un 4+, quasiment tout le temps. Ouais, mais il faut pas les sous-estimer au corps à corps. Et en plus, comme a un peu raconté Aloïs tout à l'heure, ils ont l'accès au Warg qui permettent d'avoir une bonne projection, une figurine pas si chère que ça pour avoir une grande mobilité pour les scénarios de traversée. Au combat, là, pour le coup, ils ont une force 4 avec le Warg qui va permettre de taper un peu plus facilement les guerriers adverses. Ouais, ça coûte que 12 points du coup. Donc on a une figurine qui peut bouger et tirer, on a 5 pouces de mouvement pour pouvoir tirer, bref, c'est un peu plus Exactement. intéressant. 12 points pour de la force 4 qui renverse et compagnie, ça commence à être sympa. Ouais. La première chose que je mets dans mes armées, c'est 6 pisteurs, et certains avec Warg pour avoir un peu de mobilité, mais c'est 30 points. On sait que dans l'armée, ils vont réussir à faire au moins un peu au tir, un peu au combat, c'est sûr qu'ils vont être utiles. Ouais, un cheval d'un héros adverse par exemple qui passe. Tu tues un cheval d'un gros héros avec 6 pisteurs, t'as déjà rentabilisé les 6. D'autant qu'après, ils vont te servir pour aller chercher des objectifs lointains, ils vont tenir de loin. Ils vont tenir ceux du camp, ils vont les chercher, ils vont traverser, ils vont faire 2-3 morts au combat aussi quand ils vont engluer. Puis ça coûte si peu cher, c'est toujours une très bonne figue pour augmenter le nombre dont on a besoin dans le Mordor pour aller chercher toujours le bonus d'armée. Donc, ouais. Vous ne pouvez rêver d'une meilleure lame. Oui, donc on voit que le pisteur c'est vraiment une unité très très intéressante. Attention quand même à pas en mettre trop, on vous laisse jauger ça quand même intelligemment. 6, c'est très bien. Bon, maintenant qu'on a vu les 3 unités vraiment très présentes sur cette liste du Mordor, forcément il faut quelqu'un pour mener tout le monde, pour leader cette armée, et on va parler des généraux. Moi forcément, premier général classique de cette armée, celui qu'on va vous mettre en tout premier quand on construit sa liste. Corbag. La bouche. Oui, peut-être. On peut réfléchir à ça, mais moi j'avais plus quand même en tête le Witch King. Le roi sorcier d'Angmar. Vous l'avez déjà rencontré. C'est le général que Games a choisi de mettre en avant, tout Oui. simplement. D'une part, parce que dans les films ou dans les livres, c'est quand même le anti-héros par excellence. Au final, est-ce que c'est pas lui le plus grand protagoniste de nos héros de la Terre du Milieu ? Sauron, on le voit pas. Au 3e âge, c'est lui le grand méchant, entre guillemets, parce que Sauron, il récupère à peine. Après 3000 ans, il est toujours en train de dormir, quoi. Bah, c'est ça. C'est lui qui tape Frodon, c'est lui qui casse le bâton à Gandalf. Il est chaud, hein. Compte pas ses heures, le Witch King. Ne cessez l'assaut que lorsque la cité sera prise. Tuez-les tous. Mais bon, bref, tout ça c'est bien joli. Vous savez, moi ce qui m'intéresse c'est la méta. Donc, qu'est-ce que c'est que son profil ? C'est un Nazgûl, un petit peu boosté aux hormones. C'est un Nazgûl qui peut monter du coup à 3 points de puissance. Il commence à 10 points de volonté, il peut monter jusqu'à 20, ce qui est énorme, parce que les autres s'arrêtent à 14 en moyenne. Et 3 points de destin, donc il va être un peu plus endurant dans la partie que ses petits frères, entre guillemets. Après, c'est une ligne de Nazgûl
tout à fait classique. Combat 5, défense 8, une attaque, un point de vie. En termes de sorts, il a les mêmes sorts que les autres, plus votre bâton est rompu. Oui, c'est un sort qui va permettre de supprimer les effets du bâton à un sorcier adverse. Exactement. Donc basiquement le point de volonté gratuit pour avoir un Gandalf ou un Radagast. Un Radagast, C'est un ça. Saruman, donc c'est quand même très intéressant. Et ça marche aussi sur tous les autres bâtons. Si la figurine n'a qu'un bâton pour se battre, désarmé. Exactement. Donc ça peut avoir son petit intérêt pour tuer Malbête, par exemple. Après, il a des équipements C'est là tout l'intérêt de ce profil en fait. en termes de monture, par exemple, il a le choix entre des chevaux normaux, caparaçonnés ou une ombrellée. Donc il peut être juste une simple cavalerie ou devenir une cavalerie monstrueuse qui est quand même extrêmement forte dans les règles aujourd'hui. Et après, il a différentes armes et équipements à disposition. Alors on va commencer du moins intéressant au plus intéressant. Le fléau, qui lui permet de mettre une touche à tous les guerriers au contact socle à socle, mais il réduit son combat de 1 à 1, pardon. Donc pas excellent. Il a la lame de Morgul qui permet de one-shot une figurine qu'il a blessée et la cible va perdre d'un coup tous ses points de vie. Imaginons, j'inflige 2 PV à un héros, il faut qu'il sauvegarde les deux avec du destin, sinon il est mort. Même s'il ça. avait 4, 5, 6 PV. C'est comme le roi des morts en fait. Donc pour tuer du monstre, un héros sans destin, etc. Ou avec très peu, effectivement, ça peut faire son C'est- effet. Ouais. Exactement. Et la dernière La meilleure. option, la meilleure, la couronne de Morgul, qui a reçu un sacré boost en V6, parce qu'avant elle coûtait 30 points et elle garantissait 3 attaques au roi sorcier. Là maintenant elle coûte que 25 points. Elle donne toujours 3 attaques au roi sorcier, donc plus 2 attaques sur son profil. Et elle permet de lui donner une relance quand il lance un sort ou quand il résiste à un sort. C'est très fort parce que du coup ça permet de pas trop dépenser sa volonté. On sait que c'est toujours le problème des Nazgûl. Alors là, il peut aller jusqu'à 20 points de volonté, mais a priori on n'ira jamais chercher jusque là. On va le mettre à 13, 14, peut-être un peu 15, plus, 15. 15, Non, suivant ça les dépend des formats, formats évidemment. Mais du coup on va pouvoir lancer à chaque fois des sorts à 2D. Qui en fait sera 3D en Qui fait. sera 3D. On pourra résister beaucoup plus facilement derrière. Puisque donc il faut gérer aussi. C'est quand même un héros qu'on va vouloir envoyer au combat si on joue sur Ombrellé. Oui, parce qu'on n'a pas énoncé cette spécificité des Nazgûl, mais en fait leur stock de volonté, il va se réduire au fur et à mesure de la partie. À chaque fois qu'ils vont combattre, ils vont perdre un point de volonté à la fin du C'est tour. ça. Plus la magie, ça peut aller vite. Et surtout, le vrai problème de ça, c'est qu'une fois qu'ils sont à 0, ils sont morts. Pouf. Donc, perdre son général sur une fin de partie parce qu'il y a un combat en trop ou quoi qu'est-ce, ça peut être compliqué. Ça arrive Donc, il rarement. faut manager. Ça peut arriver, c'est rare, effectivement. Ça se manage. En tout cas, il faut l'avoir à l'esprit. Si on fait pas attention, on peut se le faire attraper comme ça, quoi. Un mauvais placement, ça arrive vite. Mais du coup, c'est un héros qui a tellement d'options d'équipement et de stats sur son profil, en fonction du nombre de points de volonté, de puissance ou de destin qu'on veut lui mettre, qu'on peut lui faire faire à peu près tout ce qu'on veut. C'est-à-dire soit l'envoyer au combat pour aller one-shot des grosses figurines avec la force d'une ombrellée et la mobilité qu'elle lui apporte, soit le mettre juste sur un cheval pour avoir la mobilité et juste le mettre derrière les lignes, aller faire de la magie, sa quoi. magie tout simplement. Oui, puis il aura toujours un peu d'impact quand même. Il va toujours renverser les figurines, besoin, toujours de la voilà. force 4. Au besoin, il peut aller vite sur un objectif, aller casser la tête de 2 guerriers de base, puisqu'il a quand même 4 attaques en charge, force 4, donc ça reste une figurine avec de l'impact. Puis le coût du roi sorcier en tant que tel, ça a aussi entre 70 points pour son coût le minimum, et ça peut monter jusqu'à 225 points en fonction si on Ouais, est full option, full vraiment option. très équipé. Ouais. Donc on voit quand même que c'est un général qui peut mener jusqu'à 18 guerriers, parce que c'est un héros de légende. Bon, il sera jamais à 70 points, parce qu'on va lui rajouter au moins de la puissance et du point de destin, mais on va dire, grand max, il coûte déjà 90 points minimum, on va dire, avec un peu de stats par-ci par-là. Mener 18 figues à 400 points, 500 points, c'est ouf. Ah, c'est top. Hein. Ça permet de déployer beaucoup de troupes pour un budget qui est quand même pas très élevé. Ouais, puis on voit que du coup, il va matcher dans à peu près tous les formats de points qu'on joue en 500, 600, 700 ou surtout en 800, bref. Mais dans tous les formats, ça va rentrer parce qu'on va pouvoir ajuster plus ou moins de volonté, plus ou moins de destin. Sa personnalisation est vraiment Exactement, ouais. excellente. La Et couronne de Morgul ou pas, bon, moi j'ai plutôt tendance à la mettre un peu d'office tellement Ah, le... Mais PA, lui, il la joue sans, tu vois. il y a plusieurs options. On va dire, on va le jouer en magicien tout simple. Donc on va juste mettre le point de puissance, point de volonté, un cheval. Point barre. Vous voulez un héros qui soit un peu plus modulable, la couronne de Morgul en plus du cheval, bah, ça va lui permettre d'aller au combat. Sur Contest of Champions, ça va être excellent. de fiabiliser les sorts aussi. Exactement, de fiabiliser les sorts, etc. Moi, la couronne, je la vois bien sur cette formule-là, parce que ça permet au roi sorcier de rester un budget assez modéré, puisqu'on va... On reste sur une figurine qui vaut moins de 150 points. Quand je le joue à 800 points, on va partir sur ce format-là. Je lui mets 3 points de puissance, 3 points de destin, 5 points de volonté. Le cheval plus couronne, on est à 150, peut-être 155 points.
Sur Ombrellé, je suis un peu mitigé. Bon, couronne plus Ombrellé, c'est extrêmement fort, mais ça coûte minimum 200 points. Moi, comme j'aime pas trop mettre mes œufs dans le même panier, j'aime bien, si je le mets sur Ombrellé, je mets pas la couronne de Morgul et je veux vraiment sélectionner les combats dans lesquels je veux qu'il impacte. Donc ça veut dire que je vais peut-être faire 2-3 combats en ciblant des héros bien précis, une bannière ou peut-être un projeté à la limite à faire, mais sans plus. Après, tu vas arriver avec moins d'attaque aussi. Il a une attaque en moins sur Une Ombrellé. attaque en moins. Et c'est pour ça que s'il cible vraiment ses combats comme il le souhaite, a priori, il limite les dés C'est ça, hasardeux. parce que je mets toujours Non. peut-être un petit capitaine en Voilà, plus, c'est ça. ou peut-être 2-3 soutiens en plus. Je vais jamais l'envoyer tout seul. C'est sûr qu'après, si tout misé sur ton rat sorcier, tu lui mets l'ombrellé, la couronne. Là, tu peux l'envoyer, on va dire, assez sereinement. Peut-être pas derrière les lignes, mais tout seul dans un combat, avec un héros paralysé ou des choses comme ça. Et là, il va faire le café tout seul. Sachant qu'il faut quand même faire attention parce qu'on l'a énoncé un peu vite, mais c'est le gros problème des Nazgûl et du roi sorcier en particulier, c'est qu'il a qu'un seul PV. Eh oui. Et un Legolas, ça arrive vite. Alors ok, défense 8, ok, Pas on qu'un peut lui payer Legolas. 3 points de destin. En général, on va payer 3 points de destin, mais ça se rate des points de destin déjà pour commencer. Et puis un PV, voilà, ça va très très ça vite. Hein. pardonne pas. Hein. Théoriquement, s'il vous reste plus que 2 points de puissance en stock, une flèche peut vous tuer. Le tir peut être un gros problème, notamment les Legolas évidemment, puisqu'il a de la puissance et il peut vous cibler directement sans passer par la monture ou les obstacles. Les arbalètes aussi. C'est une figurine qui a défense 8, donc l'arbalète blesse sur du 6, tout simplement. Et même au combat, ça peut être. Et puis on a du mal à le cacher en plus. Il est tellement grand et tellement au-dessus des lignes que les in the way, c'est difficile de les mettre quoi. Après, l'ombrellé, c'est sur ombrellé, va déjà en prendre 2 tiers. Parce que sur 1 jusqu'à 4, c'est l'ombrellé qui va le prendre. Il y a un premier filtre effectivement. C'est ça. Mais bon, Et effectivement, c'est une figurine qui va souffrir contre des armées type Lagville, Bard, plus Legolas, qui ont énormément de force au tir et de capacité de précision. Bon, a priori, si vous arrivez au combat et que vous n'avez pas trop subi de tir, vous êtes bien parce que vous avez tellement de mobilité avec que normalement vous choisissez vos combats, vous devriez pas trop vous faire. enfin, un combat faire qui se prendre. passe mal, ça arrive Ça dans arrive. toutes les parties. Oui. Et puis pour encore enfoncer le clou sur quels sont les risques de jouer cette figurine, on parlait des armées de tir, donc moi forcément je pense à des elfes, parce qu'on parle de Legolas, et le Witch King de base, ok il a la frappe héroïque, donc ça c'est super, mais il a que combat 5. Et du coup face à des elfes avec l'âme elfique, on n'est pas du tout garanti de gagner le combat sans avoir besoin de craquer un petit point de puissance pour aller monter une frappe, ce qui fait un peu cher contre des guerriers de base. C'est vrai. Et certains elfes ont combat 6 sur des pics. Exactement. Ouais, donc ce serait peut-être un peu le warning sur cette figurine qui est extrêmement forte. Quand tout fonctionne pour elle, ça va très très bien rouler, mais qui en même temps peut se craquer plus vite que ce qu'on pense, notamment qu'au sérum de combat. Ce PV qui peut sauter assez vite, faut y faire attention. Le Witch King, il est surtout là en fait pour aller tuer du héros. Il est pas là pour aller tuer du guerrier de base. Et c'est pour ça que je trouve que la couronne, elle est très bien. Hein. Je dis pas que c'est nul. Hein. Mais c'est un excellent équipement. Mais pour aller tuer du héros qui est déjà paralysé et un peu isolé de la ligne, bah une ombrellée plus 2 Moranon ou un petit capitaine, ça suffit amplement de one-shot un héros. Bon, très bien, je pense qu'on a fait à peu près le tour du Witch King. Moi, je voudrais qu'on parle d'un autre général que tout le monde connaît, parce que dans le film du Retour du Roi, on ne voit quasiment que lui dans les lignes du Mordor. Il a une tête spéciale. Hein. Oui, effectivement, ouais, il est pas gâté. Ouais. Silence. Et ben c'est Gothmog. Profil assez intéressant. Il a 130 points, 10 points de warg plus 5 points de bouclier pour le passer à 145 points. On va avoir le même problème que le roi sorcier, puisqu'il va être limité à combat 5. Mais après, il a des stats de héros tout à fait classiques, du gros héros quoi. 3 attaques, défense 7, 3 points de vie, 3 points de puissance, 3 points de volonté, 1 point de destin. Donc c'est là où il va un petit peu pêcher. Bon, la défense 7 compense un peu. Mais après, il a une règle spéciale qui est quand même très intéressante et assez forte. C'est la règle maître de stratège, donc qui permet de copier n'importe quelle action héroïque adverse qui se passe à 6 pas de lui. Qu'on ait l'action héroïque dans son profil ou pas. Alors pour C'est rappel, ça. lui il a la marche, il a la frappe et il a la défense héroïque. Donc il a déjà pas mal d'actions intéressantes. Hein. La marche et la frappe sont quand même parmi les actions les plus utilisées et les plus intéressantes. Ça va vraiment surtout être très pratique dans les duels d'élan. Si vous avez l'initiative, votre adversaire va vouloir la récupérer, bah pouf, pour vous, elle est gratos. Alors comme il a déjà 3 points de puissance de base, quand on sait l'importance de la puissance en partie, c'est vraiment sympa quoi. En plus, c'est facile dans une phalange de le mettre à portée de 1 voire 2 héros. Attention à pas trop l'excentrer du coup, à pas se laisser embarquer par la mobilité de son warg et d'aller vouloir partir sur un côté pour aller tuer des guerriers adverses, puisque c'est quand même contre eux qui va être le plus efficace au corps à corps. Et du coup de se mettre hors de portée, loin du centre de la bataille, de se mettre un peu hors de portée des héros adverses et
profiter de sa règle maître stratège. Bah, sa place est clairement au milieu des lignes. Au milieu des orques, et justement pourquoi ? Parce qu'il y a encore 2 règles spéciales qui viennent avec lui qui sont très intéressantes. La première, c'est L'âge des hommes est terminé. Cette règle permet de donner aux orques à 3 pouces de lui la haine des hommes. Donc, ce qui est quand même très intéressant parce que dans le jeu, on voit de plus en plus. Alors qu'est-ce que c'est cette règle spéciale, la haine des hommes ou d'autres d'ailleurs ? Qu'est-ce que ça La haine implique ? permet de donner plus 1 pour blesser. Par exemple, au lieu de blesser sur du 6, on blesse sur du 5+. Le Moranon, qui va essayer de blesser du Minas Tirith, donc défense 6, c'est du 5+. Avec la haine, ça va être du 4+. Donc ça commence à changer quand même ça apporte des paliers quand même très très intéressants pour ça. Puis ça marche sur lui-même aussi et sur les héros. Donc pas que sur les guerriers de base, donc ce qui peut être vraiment intéressant. C'est vraiment un bon boost. Et après, il a sa 2e règle spéciale, qu'on voit quand il tue Madril pendant le film. Le temps des orques est arrivé. Qui permet, une fois par partie, à 12 pouces de Godmog, peut déclarer cette fameuse phrase et permettre à tous les orques autour de lui de relancer leur jet pour blesser au combat. Donc on blesse sur du 4+, et en plus on peut relancer tous les jets de dés pour blesser. Et normalement, il y a un tour de combat là où vous éclatez l'adversaire. Vous pouvez aller chercher une démoralisation assez facilement grâce à ça. Ça peut faire très très mal, ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'est pas forcément nécessaire de l'envoyer forcément au combat. C'est un peu comme le Imrail au fief. Il peut rester derrière et toujours avoir de l'influence sur la partie par ses points de puissance. Alors, c'est des auras différentes, mais il va avoir des élans peut-être gratuits, il va avoir des règles spéciales qui vont influencer sur les orques autour de lui, et ça le rend très intéressant. Après, comme disait PA au début, c'est que la figurine coûte cher. Comme Imrail, donc voilà, c'est 145 points. Donc on est toujours tenté de vouloir l'envoyer au corps à corps, parce que c'est 3 attaques, 4 en charge, avec une force tout à fait acceptable. Donc c'est vrai, il faut arriver à jauger son... Que force 4. Que force 4. On pourrait se dire, c'est un peu un chef de Moranon, il va avoir force 5. On le voit que à peine force se 4. battre dans le film d'ailleurs. Il cogne pas très fort, sauf contre l'homme, parce que du coup, il va monter à une espèce de force 6. Si jamais vous jouez contre des hommes, c'est pas déconnant de se dire on va sortir Godmog. Mais je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard, parce qu'il a une légende légendaire qui est sortie il y a pas si longtemps, mais on garde ça pour plus tard. Il y a un dernier général naturel sur ces armées d'orques qui nous vient à l'esprit. Alors, on sort des légions du Mordor, c'est pour une autre liste d'armées. La bouche de Sauron. Presque. Tu avais la fin de la réponse. C'est Sauron tout seul en fait qu'on va pouvoir aller chercher dans Barad-dûr. Alors, c'est pas la même armée. Hein. Le Mordor et le Barad-dûr, on peut pas les allier ensemble. C'est 2 époques différentes. C'est quand Sauron était encore en pleine possession de ses moyens. C'est pas vraiment le Mordor, mais bon, on voulait en parler quand même. C'est un gouffre à points. Le truc vaut 400 points. Il a plein de super aptitudes. Ouais, franchement, il est moins fort qu'en V3 et tout. Moi, je suis déçu. Moi, j'aimais bien le jouer quand il avait 3 points de volonté gratuits par tour pour lancer ses sorts. C'était trop cool. Effectivement, bon, on n'a pas encore parlé de ses sorts, mais quand on les connaît, 3 points de volonté gratuits par tour, ça commence à être sympa. Ouais. C'était sympa. Donc, mais c'est un héros, un des meilleurs héros du jeu, sur le papier en tout cas. C'est effectivement juste un gouffre à points, mais voilà, capacité 9, force 8, défense 10, il a 5 PV, 4 attaques. Ouais, une bravoure qui est quasiment intestable. 3 points de puissance, donc 6 points de volonté, 1 gratuit à chaque tour pour lancer des sorts, puisque c'est à la fois un excellent combattant au corps à corps, mais aussi un excellent magicien, puisqu'il a accès à tout un panel de sorts, dont des sorts qui sont très peu retrouvables ailleurs, comme Chill Soul, qui permet tout simplement d'ôter un PV à une figurine à qui on... C'est pas comme le Black Dart où il faut d'abord passer le sort, que la figurine ne résiste pas, et ensuite on applique une touche. Si le sort est passé et que la figurine ne résiste pas, elle prend un PV quoi qu'il arrive. Puis ses sorts, c'est pas 12 pouces, hein. C'est 18 pouces de portée. Et il a un peu tout, il a le transfixe, le compel, tout ce qu'on a besoin dans une partie pour aller embêter les héros adverses. Et puis alors, au corps à corps, c'est une figurine complètement intestable, puisque donc à la fois il a 4 attaques, avec une force démentielle, puis il a des attaques brutales, notamment une attaque brutale qui lui permet de mettre une touche à toutes les figurines qui sont engagées au combat contre lui, même les soutiens. Alors a priori, si votre adversaire est pas trop bête, il ira pas vous envoyer 15 gars contre lui, mais si c'est la seule figurine qui reste sur le champ de bataille... Voilà, c'est ça, absolument. Si c'est la seule figurine qui reste, voilà, vous pouvez clean en un tour, vous pouvez envoyer 8 mecs au sol. Donc très fort. Il a une autre petite attaque brutale, les flammes de l'enfer, qui permettent de cibler une figurine contre laquelle il est engagé, et il va pouvoir la rendre enflammée. Alors c'est une touche de force 9, et ensuite c'est à la fin de chaque tour, c'est une touche de force 5, à moins que le mec rampe d'un pas pour en fait éteindre le feu. Ça met une petite pression.
Bon, j'ai jamais vu cette attaque être utilisée parce qu'en général, cibler une figurine et lui mettre une attaque de touche de force 9. Autant l'éclater avec 4 attaques de force 8. Quoi. C'est ça, absolument. Donc, bon, on n'en a pas encore parlé, mais il a le précieux. Sur les terres du Mordor, dans les flammes de la montagne du destin, Sauron, le seigneur des ténèbres, forgea en secret un maître anneau pour gouverner tous les autres. Dans cet anneau, il déversa sa cruauté, sa malveillance et sa volonté de dominer toute vie. Un anneau pour les gouverner tous. Exactement, et qui lui confère un pouvoir qui n'est pas comme pour les autres utilisateurs de l'anneau. Lui, il peut pas devenir invisible et diviser la valeur de combat par 2, puis traverser les figurines. C'est dommage, c'est vraiment ça lui manquait. Bah Vu oui, le profil, il avait besoin manquait. de ça. Il avait besoin de ça. Et non, lui, tout simplement, en fait, quand il perd son dernier PV, il lance un dé, puis sur un 2+, il revient en vie. Donc bon, après, si vous avez plus qu'un seul PV, si vous subissez 5 blessures, vous devez lancer 5 dés qui doivent passer tout sur du 2+. Mais Pour en arriver là, déjà, c'est que la partie est compliquée, Oui. parce qu'avec défense 10, 5 PV, les valeurs qu'on connaît, pour perdre les combats et se faire blesser, il faut y aller. Il est quasiment intuable, le truc. ça quoi. peut être modifié par la puissance, en plus, ce jet de dés. Donc si vous avez un peu de puissance en réserve, ce qui n'est pas certain quand même. Bah si, tu vas garder ta puissance que pour ça. Ah, je sais pas. Après, ça dépend de la partie. Ça dépend de écoute, l'armée qu'il y a autour, etc. Mais bon, pour finir son profil, il a toutes les actions héroïques un peu classiques. Il a la frappe. Enfin, en fait, il y a que la frappe qui est intéressante parce qu'il arrive à la force héroïque. Il a force 8. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de plus ? C'est pas dit. contre le Balrog. Contre le Balrog, pourquoi pas, ouais. Ou pour résister à une charge monstrueuse. Bon, pourquoi pas. Il peut mener jusqu'à 24 guerriers. Tout à Et fait. sa règle C'est son bonus spéciale, d'armée. C'est son bonus d'armée, donc ça rend quand même un général qui peut mener 24 figues. À part le roi gobelin, il y a que eux, quoi. Et surtout, c'est le reste du bonus d'armée qui est très intéressant parce qu'on a Exactement. vu qu'il était très difficile à blesser, tuer, on n'en parle même pas. Ça va être très difficile d'avoir les points du général. Exactement. Et ça va être impossible d'avoir les points de la démoralisation, parce que tant que Sauron a plus de 3 points de vie, l'armée ne peut pas être démoralisée. S'il a 1 ou 2 points de vie, l'armée peut être démoralisée à la normale, c'est-à-dire qu'à moins de 50%, l'armée sera démoralisée. Par contre, si Sauron est tué, quel que soit le nombre de figurines restantes sur la table, l'armée est automatiquement démoralisée. Bon, ce qui est un peu normal, hein, parce que si Sauron s'en va, c'est vraiment C'est le coup dur. pas une bonne nouvelle, quoi. Mais du coup, pour donner un cas de figure pour ceux qui nous ont pas compris, ça veut dire que si vous jouez 24 figurines dans la troupe de Sauron et Sauron seul, vous avez 25 figurines en jeu. Même si vous perdez les 24 orques qui l'accompagnent, tant que Sauron a plus de 3 points de vie, vous n'êtes pas démoralisé. Et vous vous faites durer la partie, en gros. Quasiment indéfiniment, du coup. C'est ça l'avantage de Sauron, en fait, c'est d'enchaîner vraiment les tours un maximum. Parce que justement, il va vouloir faire son regard de glace à tous les tours, essayer de faire des combats, etc. Vous allez vous retrouver donc avec une partie qui dure. Il va pas donner les points de scénario pour la démoralisation, ou difficilement, il va pas donner les points du général non plus. Et il va finir peut-être par vous démoraliser ou démobiliser, j'en sais rien. Et marquer des points du général assez facilement, en plus. avec ses regards de Il glace, sait le faire. effectivement. Après, bon, il a 4 attaques, donc craquage de dés, on connaît. Il n'y a pas tant de puissance que ça arrive. quand même. Voilà. C'est là le problème, c'est que comme il a assez peu de puissance, on va avoir du mal à récupérer les initiatives. Et si on se fait charger, la magie, on peut plus en faire. On va pas pouvoir choisir les combats, etc. Donc on peut vite tanker contre un gars tous les tours. Même si pour ça, Sauron il a une petite aide, c'est-à-dire qu'il est terrifiant. Et en plus, il a la règle mal ancien qui va causer moins 1 de bravoure à toutes les figurines ennemies dans les 18 pouces. Donc pour changer, ça va être un peu difficile. Mais n'empêche qu'il y a des figurines qui sont immunisées à la terreur ou qui ont des bonnes bravoures tout simplement. Donc il peut vite se planter tous les tours et ne pas faire grand-chose, quoi. Non, mais après, c'est très intéressant, à mon avis, de le jouer avec peut-être pas mal de capitaines autour de lui, parce qu'il a, dans son armée de Barad-dûr, il a quand même accès aux orques normaux et aux Numénoriens. Donc on peut quand même mettre des maréchaux, les Nazgûl, etc. pour avoir des points de puissance, garder un peu l'initiative. Malheureusement, vous pourrez pas mettre beaucoup de gros héros à côté, c'est tellement y a un pas de gouffre à gros point. héros. Il y aurait le Witch King, Il y a qu'on le a Witch parlé tout King. à Oui, l'heure. Arachné aussi. Mais bon, après, l'intérêt, c'est de garder quand même un compte de figurines assez peu élevé pour C'est enchaîner les le tours. bonus d'armée, il permet de faire ça, effectivement. On se dit, Sauron, il ramène 24 figurines, donc c'est l'occasion de mettre plein de figues, et en fait, pas forcément. Grâce au bonus d'armée, vous pouvez vous permettre d'être assez peu nombreux, peut-être même vraiment pas nombreux, parce que vous n'avez pas à les donner ces points, et les parties vont pas se finir trop vite. Précisément à l'heure prévue. Mais bon, assez passé de temps à Barad-dûr, on va revenir au 3e âge, on va revenir dans l'armée qui nous intéresse, à savoir le Mordor. Maintenant qu'on a vu les généraux un peu naturels, ceux qu'on va penser tout de suite dans des listes un peu de base, il est temps de recruter les seconds héros
Et il y en a beaucoup au Mordor, je les ai pas comptés, mais il y en a bien au moins une quinzaine, je pense comme ça, au doigt mouillé, je pense que je suis pas très loin de la vérité. Moi j'ai envie qu'on parle d'un héros assez nouveau qui est sorti il y a à peu près 2 ans sur Forge World, qui amène des bonus assez intéressants, il s'agit de Guritz. C'est un capitaine orc du Moranon, grosso modo, qui va avoir un 3e point de puissance, donc déjà très bonne chose, et il va apporter en plus une petite règle spéciale qui est maître des réserves, qui va permettre en fait de modifier vos dés de +1 ou de -1 à votre convenance, ou alors de même pas les modifier si le score vous convient. Les déploiements en Maelstrom, c'est-à-dire que là où on rentre partout sur les champs de bataille, on jette un dé, ce dé-là on peut le modifier. Mais sachant qu'il y a un vrai risque sur ces scénarios-là, que nos troupes se retrouvent un peu éclatées aux 4 coins de la table. Exactement, donc là ça va nous permettre soit d'arriver en groupé si on arrive en premier malheureusement, ou alors vraiment d'aller encercler une troupe un peu isolée de l'adversaire et de mettre 1 ou 2 troupes dessus pour la tuer complètement. Alors ce bonus fonctionne d'abord que sur sa troupe s'il n'est pas sur table, et une fois qu'il est sur table ça va marcher et pour les troupes issues du Mordor et les troupes des alliances si vous faites une alliance. Donc c'est quand même un bonus qui est sacrément intéressant à avoir dans son armée. Et après en équipement spécial, il a une pioche à 2 mains, donc qui va permettre de lui taper très très fort parce qu'il a une force 5, et puis il va avoir +1 pour blesser, donc ce qui est très intéressant. Ou alors il a une petite dague aussi si vous voulez combattre normalement, quoi. Oui, puis avec la pioche à 2 mains, on va même pouvoir tailler. Si vraiment vous avez envie de taper très très fort, ça commence à faire beaucoup. +1 pour blesser, +1 de force. Pour une figurine qui vaut 60 points, commence à faire du dégât. Ouais. C'est clair. Alors toi, Aloïs, tu veux nous parler d'un autre héros à peu près dans les mêmes coups en points, mais qui va pas du tout se jouer pareil, puisqu'il s'agit d'un magicien. Alors oui, effectivement, c'est Cardouche, le pyromancien. Donc en fait, c'est un chaman orc qu'on pourrait croire classique, mais en fait, qui est bien meilleur, parce qu'il a des petites règles spéciales en plus. Le magicien est rusé. Il a 3 points de volonté, donc comme tout chaman orc qui se respecte, avec une ligne de stats tout à fait classique, qui n'a rien d'extravagant. À ceci près que déjà... il a un petit sort supplémentaire par rapport aux autres, c'est la boule de feu. Donc il peut être très intéressante pour aller cibler un cavalier ennemi, puisque ça cible à la fois le cheval, mais aussi le cavalier. C'est une touche de force 6. Ça fait assez mal, ça peut être très bien pour aller chercher un point de vie sur un général adverse, ça passe sur un 3+. Et sort tout à fait appréciable pour une armée du Mordor, c'est la furie, pour les orques du Mordor, qui va être excellentissime sur les orques du Moranon, qui donc bravoure 2, ça va vous permettre de réussir automatiquement tous vos tests de bravoure à 6 pouces autour de lui. Éventuellement, si vous canalisez ça, d'avoir une sauvegarde à 6+. Donc ça veut dire que si jamais l'orque du Moranon il prend une blessure, sur un 6, il va survivre. Vous passerez pas ça très souvent mais dans la partie, mais peut-être 1 ou 2. Après ça, faut le canaliser. Faut le canaliser. Ça coûte un peu cher. Je sais pas si ça vaut le coup. Ah, il y en a qui le font. En général, on prend quand même plutôt Cardouche pour la boule de feu. C'est pour ça. ce côté très offensif qui fait très peur. Et surtout, pour une règle en plus qui est vraiment unique à lui, c'est que avant même le début d'un tour, donc avant même qu'on lance les jets d'initiative, il peut choisir de sacrifier un orc à proximité pour lui redonner un des 3 points de volonté. Donc en fait, ça va vous permettre de spammer les boules de feu. Un petit orc au passage, un pistor orc par exemple, qui c'est le moins cher. ou un orc, un guerrier de base qui coûte que 5-6 points, va pouvoir potentiellement vous redonner 3 points de volonté, donc 3 boules de feu ou une boule de feu à 2 dés, voilà, pour plus de chances de passer. Mais en ayant en tête le fait qu'il ait a priori la frénésie active, en général, voilà, vous pourrez tout le temps envoyer des boules de feu à peu près à tous les tours. Et on tombera jamais à 0, ce qui annulerait l'effet de la frénésie. C'est ça, absolument. Par contre, il faut faire attention sur ceux de démoralisation, parce que ça commence à... Oui, effectivement. On sacrifie des troupes, donc ça peut nous rapprocher de la démo. Et autre possibilité, il peut lui-même se sacrifier pour donner des points de volonté au Nazgûl. Donc si vous avez un Nazgûl qui se retrouve avec plus qu'1 ou 2 points de volonté et qu'il reste encore pas mal de tours à venir, que vous voulez envoyer au combat ou encore lancer des sorts peut-être un petit peu plus intéressants que ceux de Cardouche, vous pouvez le sacrifier et lui il redonne un des 6 points de volonté au Nazgûl. Donc ça peut être intéressant aussi en fin de partie, je sais pas, suivant la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Bah ouais, si jamais vous avez votre général qui est le roi sorcier par hasard, Par et exemple. qui se trouve un peu en difficulté sur la fin, bon, c'est toujours dommage de perdre un héros comme Cardouche parce qu'il a des stratégies, mais vaut mieux perdre Cardouche plutôt que donner les points de généraux et perdre le Witch King. Donc c'est un move très sympa. Absolument. Donc en fait, c'est une figurine qui est très forte, puisque synergise très bien avec les orques du Moranon, synergise très bien avec les Nazgûl que vous en aurez forcément un a priori dans votre armée du Mordor, enfin, c'est rare qu'il n'y en ait pas. Et en même temps, donc une figurine qui peut avoir de l'impact, qui peut aller chercher des points de blessure sur un héros adverse, sur un général, et peu cher, 60 points seulement. Donc vraiment, elle va vous servir. Donc a priori, vous la trouverez dans beaucoup d'armées du Mordor classiques.
Alors il y a un dernier type de héros qu'on va pouvoir ramener, puisqu'on parle de Cardouche, qui était l'élève des Nazgûl, justement. On a parlé du Witch King, mais il y a aussi des Nazgûl qu'on dit no name. Les Nazgûl de base qu'on voit dans la communauté de l'anneau, qui partent chasser Frodon pour retrouver l'anneau. C'est des héros du coup très customisables comme le roi sorcier. Ils peuvent avoir entre 0 et 2 points de puissance, 0 et 2 points de destin, et entre 7 et 14 points de volonté, avec les mêmes sorts que le roi sorcier, à ceci près que au lieu d'avoir la frappe héroïque comme action héroïque, ils ont la marche héroïque. Donc ça permet de remplacer un capitaine par un Nazgûl, qui va avoir quand même beaucoup plus d'impact qu'un capitaine. Et surtout, c'est surtout des magiciens qui vont vous coûter... Alors de base, ils coûtent 55 points, donc on va rajouter au moins 2 points de puissance et un point de destin au cas où, donc on gagne 15 points et ils coûtent 70 points. Et on a un Nazgûl, donc à 2-7-1, qui est excellent, qui peut empêcher une figurine adverse qui coûte 160 points d'agir pendant toute la partie. Parce qu'a priori, vos parties, en 800 points en tout cas, vont durer 3-4 tours de jeu en moyenne. Donc vous avez 7 points de volonté. A priori, vous lancez 2 dés par sort, en général immobilisé un héros adverse. Donc ça vous fait effectivement les 4 tours de la partie. Le coup classique avec le Nazgûl en soutien comme ça, c'est de venir faire un compel ou un transfixe sur un héros adverse, puis venir le chercher avec notre héros qui tape, donc le Witch King, Gothmog ou n'importe Chagrat, ou ce qu'on veut, pour venir terminer le héros qui ne pourra pas se défendre, parce qu'il ne pourra pas faire de frappe lui-même, il ne pourra pas porter ses coups, etc. Monter à plus, ça n'a pas d'intérêt, parce qu'il y aura les héros Nazgûl nommés, qui eux vont avoir en plus des petites règles pour juste 10 points de plus, qui sont plus intéressants. Non, ne teasons pas trop, on parlera de tout à l'heure, on aura tout le temps de s'étendre sur ces Nazgûl là. Il y a encore beaucoup de héros dans la liste du Mordor, on vous laisse regarder, il y a vraiment de quoi faire, il y a plein de choses très intéressantes. Pour le moment, moi j'ai envie qu'on aille voir une bête de guerre qui est très sympa, c'est la grande bête de Gorgoroth. Elle a pour avantage, contrairement au Momak, d'être très accessible en coup de poing. Elle coûte que 150 points, alors que le Momak coûte 275 points, sauf que là, elle a quand même déjà inclus son meneur et les 9 orques qui l'accompagnent. Donc on a déjà un prix tout en un. Le deuxième avantage, c'est que tous les orques présents sur l'Orda ont des arcs. Donc vous avez en fait une plateforme de tir. Un petit tank qui avance, qui lance 9 tirs par tour. C'est ça. Donc, c'est pas du bon tir, c'est tir à 5+, mais ça va forcément toucher. Bah voilà, puis on dit pas non, quoi. Donc elle va pouvoir les piétiner, elle va les pouvoir tirer. Ça commence à faire un bon char d'assaut pour aller rentrer un peu dans les lignes et de pouvoir après s'infiltrer avec tous les petits orques qui la suivent derrière. Elle bouge que de 8, donc avec vos troupes, vous pouvez l'accompagner assez facilement. Bon, après, elle a aussi les petits inconvénients des bêtes de guerre, c'est-à-dire qu'elle peut faire qu'un mouvement tout droit, elle peut se faire contraindre très facilement. Ce que j'aime bien dans la bête de Gorgoroth, c'est qu'en plus, elle est pas si grosse que ça. Contrairement au Mumak, on a un socle un peu plus petit, donc on va être moins gêné par les décors. Ça coûte beaucoup moins cher, donc on en a moins besoin aussi. C'est clair. Pour un Momak, on peut mettre 2 bêtes de guerre. Ça résume bien la chose. Parce que c'est 2 touches de force 6 pour blesser, donc... La plupart des figurines... Oui, ça va sauter. Ça va sauter sur du 4+. Donc comme il y a 2D, 4+, normalement, c'est censé passer. C'est ça. C'est quand même moins fort que le piétinement du Mumak, mais c'est quand même tout aussi... c'est assez fiable. Et puis très efficace sur de la cavalerie, par exemple. Absolument. Ça s'arrêtera net sur des héros, a priori, mais contre l'infanterie, normalement, ça pourra faire quelques petits trous. Et pour bloquer un flanc, c'est quand même défense 7, 5 points de vie. Il faut quand même mettre pas mal de choses, sachant qu'on peut pas la bloquer. Ouais, c'est une belle épine dans le pied de l'adversaire. Ouais. C'est chiant à gérer, quoi. Bon, ceci étant dit, sur la bête de guerre, c'est la seule qui est disponible dans le Mordor, mais j'ai envie qu'on parle d'encore une unité encore un peu plus spéciale, qui est cette fois-ci un engin de siège. La baliste. Alors il y a la baliste, effectivement, on peut en parler, mais moi j'ai plutôt envie qu'on parle de l'autre arme de siège qui est disponible dans la liste du Mordor, c'est la catapulte du Mordor. Attention! Eh oui, magnifique engin de siège qui détruit les beaux murs de Minas Tirith. Donc c'est un engin qui vient, chose particulière, avec un troll. Voilà, qui coûte 160 points, on a 3 servants, puis un petit troll avec, qui va tirer du coup sur du 4+, et donc le troll du Mordor lui apporte la capacité de relancer son jet pour toucher, et son jet de déviation également. Ouais, donc ça fiabilise vachement, quoi. Oui, complètement, parce que donc, une catapulte, ça inflige une touche de force 10 sur la figurine qui est directement impactée, puis ensuite des touches de force 5
sur les figurines qui sont dans une aire de 2 pouces autour d'elle. Et sachant que la figurine qui est touchée par la touche de force 10, si elle ne sauvegarde pas cette blessure, elle est instantanément tuée. C'est comme le trébuchet du Gondor dont on parlait dans l'épisode précédent, c'est une touche qui tue automatiquement. Donc en plus force 10, en général, ça va plutôt blesser à 3+. On comprend bien que celui qui se prend le caillou sur la tête, il est mal barré. Du coup voilà, c'est une arme de siège qui, donc, avec en plus une zone d'effet qui est assez importante, qui va désorganiser votre adversaire, ça va l'obliger à disperser un peu ses troupes, à être un petit peu stressé pour ses héros. Au risque d'avoir tout le monde par terre, ou des forces 5 exactement, de se prendre une mauvaise touche sur un général qui n'aurait qu'un point de destin par exemple. Donc ça peut être très angoissant. Après, l'éternel problème de cette figurine, ça va être son troll, tout simplement, qui est une figurine qu'on a envie d'envoyer au combat aussi. Et là, on pourra pas. Elle a pas le droit de sortir des 6 pouces de l'engin de siège. Donc du coup, c'est vrai que ça limite un peu les interactions. Mais bon, pour le coup, la catapulte est très bien protégée. Et c'est vrai qu'elle est d'autant plus intéressante qu'on fiabilise donc le jet pour toucher, on fiabilise le jet de déviation qui est le gros problème de ces armes de siège. On a du mal à toucher la cible qu'on vise, en fait, en règle générale. Et en plus, dans l'armée du Mordor, on a accès à pas mal de magiciens qui ont la capacité de venir contraindre des figurines adverses pour venir placer un peu, comme on le souhaite, les figurines qu'on vise. Parce qu'on n'a pas parlé de la règle de déviation, mais on va avoir un jet de dés pour voir où va tomber le caillou. Sur un résultat de 1, ce sera une figurine à nous, dans les 6 pouces de la figurine visée, qui va se prendre le caillou. Bon, autant dire que c'est pas ça qu'on vise, on n'a pas envie de se tuer nos propres troupes avec notre arme de siège. Si jamais il n'y en a pas, personne ne se prend de la touche. De 2 à 5, ça va être une figurine de l'adversaire dans les 6 pouces qui va se prendre le caillou. Donc ce que disait Aloïs tout à l'heure, l'adversaire il va pouvoir comme ça penser à laisser toujours une figurine de backup à côté du héros, à côté de la cible, pour éviter que le caillou il aille vraiment sur la cible qu'on souhaite. Et sur un 6, ça c'est le résultat qu'on a envie de faire, ça tombe directement sur la figurine qu'on vise. Et du coup, pourquoi c'est intéressant d'avoir un magicien ? C'est qu'on va pouvoir venir sortir les figurines qui pourraient dévier le caillou. Parce que si on n'a pas de figurine alliée sur laquelle faire dévier le fameux caillou, le rocher tombe sur la figurine qu'on a ciblée. Et dans ces cas-là, sur du 2+, puisque le 2-5 devient comme si c'était un 6. C'est ça. Après, pour enlever toutes les figurines à 6 pouces autour d'une cible, c'est quand même assez compliqué. Mais pourquoi pas ? Ou rapprocher des figurines pour avoir une aire d'effet plus importante, je ne sais pas. Il y a des choses qui sont faisables. Oui. Après, la catapulte du Mordor, son intérêt ne réside pas forcément sur son gros caillou, mais plutôt sur une petite amélioration qu'elle peut avoir, qui sont les têtes coupées. Ah oui. La peur. La cité en est envahie. Soulageons-les de leur angoisse. Envoyez les prisonniers. Catapulte! Bouclier! Ils ont envoyé des petites têtes décapitées. Ils ont comme été ça. libérés, je vois pas où est le souci. Exactement, et du coup... De leur vie sur Terre, certes, mais ils sont libérés. Et c'est une sacrée option parce que on va abandonner la touche de force 10, mais en fait, les figurines qui seront affectées par ce tir vont devoir faire des tests de bravoure ou quitter le champ de bataille. Ouais, on est sur un test de démo avant l'heure. Quand on sait qu'on a des airs à -1 de bravoure sur la table, grâce au Nazgûl. Ça peut être très intéressant. Ouais, parce qu'avec la force 5 initiale, les forces 3 dans l'air des faits et les tests de bravoure, en fait, il est quasiment tout le temps plus intéressant de tirer avec ses têtes coupées qu'avec le caillou quand on veut détruire les troupes adverses. Je vous laisse imaginer un petit combo avec le roi doré du Harad. Hein ? Les aficionados nous comprennent déjà. Bon, on vous laisse aller voir un peu quels sont les pouvoirs du roi doré du Harad pour comprendre pourquoi ce combo est intéressant. Bon, très bien, ça c'est pour les unités spéciales que j'avais envie d'aborder. Mais je crois que c'est vous, messieurs, qui avez envie de me parler d'un profil en particulier. Je crois que c'est l'heure du coup de cœur de mes invités. Oh oui, c'est une de mes favorites. Particulièrement savoureux. Vous êtes sûr de cela ? Je n'ai aucun doute. PH, je te laisse commencer. De qui veux-tu nous parler dans ce Mordor ? Quelle est ta figurine préférée ? Ah, je pense que je vais vous surprendre. On va parler d'un petit orc qui se bat avec des petits Uruk dans la tour de Cirith Ungol, donc le petit Gorbag. Arrête de couiner, sale rat de fumier! Je vais te saigner comme un gros porc! Que je trouve assez excellent. Je pense que c'est un des héros orcs qui a plus profité de cette V6. Ils ont bien retravaillé son profil. Donc c'est un capitaine orc tout simple qui n'a pas la marche mais la frappe héroïque avec 3 points de puissance. Mais il a gagné une petite règle spéciale qui est Orc Brawler en anglais, qui va lui permettre en fait de, s'il est en infériorité numérique dans un combat, donc en 2 contre 1,
il va pouvoir gagner plus 1 en combat et plus 1 en attaque. Donc il va passer à 3 attaques combat 5. Et je trouve que c'est quand même assez intéressant parce que ça rend la figurine un peu pari, quoi. On prend des risques et soit ça paye pas. Ça peut surprendre parce que combat 5, 3 attaques, c'est cool. Donc face à des phalanges de combat 4, ils auront peut-être 4 attaques, mais comme nous, mais on aura un meilleur combat. Et avec sa force 4, il va quand même pouvoir blesser assez facilement de la défense 6. Tout ça pour un petit coup en points, parce qu'à 60 points tout équipé, c'est vraiment pas cher. Avec une frappe héroïque en plus, si on veut monter à des gros combats pour aller chercher des héros, peut-être. Alors là, ça va être compliqué parce que généralement, c'est nous qui sommes en supériorité numérique, mais ça rapporte toujours 3 points de puissance, une frappe. Et contre de la troupaille, si c'est de la troupaille non élite, il va pouvoir se débrouiller correctement avec ses 3 attaques, ce petit soutien derrière pour faire des petits trous dans la phalange adverse. Super, top figurine, on vous laisse y réfléchir. Meilleur héros du jeu, non ? C'est pas... God tier dans le God tier, hein. C'est ouais, ça le... c'est vraiment... Justement, j'avais pas envie de mettre en valeur un gros héros, justement, c'est des petits héros comme ça qui... Ça apporte un peu de peps dans la partie. Et puis il ramène quand même 12 figurines avec lui, donc ça fait Gorbag et 12 pisteurs, et puis PA est content, je crois. J'ai dit 6. C'est la recette du T'as bonheur. pas écouté. Aloïs, toi aussi, tu voulais absolument nous parler d'une figurine que tu adores. Oui. Bon, peut-être pas à ce point-là, mais que tu aimes beaucoup et qu'on voit pas si souvent sur les tables. C'est donc le rôdeur de Morgul, ce fameux profil, qu'effectivement on voit quasiment jamais sur les tables de jeu. Alors peut-être parce que la figurine était out of production. Ouais, ça peut aider, ouais. Donc c'est une figurine un petit peu à part dans le Mordor, il n'y en a pas 2 comme elle. Combat 3, donc pas terrible, mais force 4, défense 4 et 2 attaques surtout. C'est ça qui est intéressant. C'est ça, c'est la seule figurine du Mordor qui a 2 attaques, seul guerrier de base qui est 2 attaques. Ouais, c'est un profil qui ressemble un peu au chasseur d'Azog. Complètement même, avec un petit peu plus de bravoure et une petite règle spéciale en plus, donc Stalk Unseen, qui lui permet, quand elle est à plus de 6 pouces d'une figurine ennemie et qu'elle est partiellement cachée par un élément de décor, de ne pas être prise pour cible à la fois par la magie ou par le tir. Comme elle a défense 4, ça va être une figurine qui est assez fragile justement face à un tir, même un tir d'arc homme. On va a priori le mettre derrière les lignes ou le cacher un petit peu derrière les décors pendant la phase d'approche. Normalement, c'est quand même une figurine qui aura du mal à se faire cibler si vous la planquez bien et qui, quand on l'envoie sur les côtés, peut faire quand même des trous sympas. Pour le coup, assez modique de 10 points. Je trouve qu'une figurine qui a force 4, 2 attaques, si on lui met un soutien derrière, voilà, on a... Un bel effet de surprise. Ouais, voilà, c'est une bonne figurine. Alors, je sais pas, il faudrait peut-être pas mettre toute une ligne de front remplie de rôdeurs de Morgul. Ça se tente, hein. Mais ça peut se tenter. Ah bon, t'as que défense 4. Mais quand même, moi, j'en mettrai quelques-uns. C'est des petites épines dans le pied de votre adversaire. C'est ça. Et franchement, 10 points, c'est pas si cher que ça. Ouais, puis même pour tenir un objectif en fin de partie, il n'y a pas une bravoure exceptionnelle, mais puisqu'il est invisible à la distance, on peut le cacher derrière un petit bout de caillou, un petit arbre, et on est sûr de ne pas se le faire sauter au tir. Même, sur un héros qui est bloqué ou une figurine bloquée, c'est 4 patates qu'elle met dans force dans 4. la Exactement. Donc, c'est pas mal. Et c'est une figurine qui, effectivement, comme dit PA, qui peut surprendre. On la voit pas sur les tables, donc les gens sont pas habitués à jouer contre. Ça peut effectivement être assez déroutant. Super, bon, il y a encore beaucoup de profils dans l'armée du Mordor, mais qu'on verra plus tard à peine. Dans d'autres occasions. Vous inquiétez pas, il y a de quoi faire. Mais depuis tout à l'heure, on ne parle que de jouer le Mordor tout seul. On a énoncé le Roi Doré avec le Harad, parce qu'il y a des alliances aussi disponibles avec le Mordor. Il y en a 2 des naturels dites alliances vertes qui conservent les bonus. Il y a le Harad et les Orientaux. Mais Aloïs, tu veux nous parler d'abord du Harad? Oui, c'est une alliance qui lui permet d'avoir accès à plein de petits profils différents. On va peut-être pas rentrer dans les détails de tout ce qu'il y a dans le Harad. Qu'est-ce que t'as sous la dent? Lourd. Technique, mais je crois que je l'ai, celle-là. Merci PA pour cette introduction. Suladan, effectivement. Quel général naturel de l'armée, quoi. Voilà, héros de légende qui coûte donc 115 points avec son cheval caparaçonné, qui est une figurine qui est absolument géniale en fait, puisque elle peut à la fois mener 18 guerriers avec lui, mais en plus, il porte une bannière sur lui-même. Donc, il donne les points s'il est en vie pour avoir une bannière. La bannière fait un effet à 6 pouces et c'est un bon combattant. Donc, 3 attaques, 3 PV sur un cheval. Donc figurine vraiment très bien pour aller avec le Mordor. Et il permet en plus de retirer le rôle du général au roi sorcier. Ça c'est suivant les goûts effectivement, mais c'est une possibilité, ouais. Parce que donc voilà, Suladan défense 5 seulement, mais 3 PV. Il ira jamais au combat quasiment. Il ira souvent effectivement jamais au combat ou juste pour aller tuer quelques guerriers. Il est là surtout pour faire profiter de sa bannière à 6 pouces derrière les lignes. Donc l'alliance avec le Harad permet d'apporter ce petit manque, parce qu'effectivement chez le Mordor on n'a pas de héros, on n'a pas de figurine qui apporte une bannière aussi importante.
Puis en plus, on va aller pouvoir chercher des guerriers Voilà, c'est avec ça. du combat 4 Alors en après, deuxième si ligne. on veut parler des guerriers, effectivement, on a les gardes serpents qui apportent le combat 4 derrière, qui ont même la relance des 1 pour blesser. Est-ce qu'ils ont des âmes empoisonnées C'est ça, on peut avoir des figurines qui apportent plus d'attaque, par exemple les gardiens de Karna, ou bien Plus de punch avec les gros bides. Les gros bides, exactement, qui ont en fait l'équivalent d'une force 6, bon, corps à corps. Donc voilà, le Harad permet d'apporter vraiment plein de diversité, une bonne présence au tir également, puisqu'on peut avoir 50% de ces figurines dans le contingent Haradrim équipé d'un arc avec la relance des 1 pour blesser. Avec le bonus du Mordor, on relance les 1 sur les guerriers, les armes empoisonnées du côté du Harad. On relance quasiment tous les 1 pour blesser sur la table. Ça commence à faire mal. Et les alliances où on peut mettre jusqu'à 50% de tireurs dans un des contingents, c'est quand même très intéressant. On se sent pas limité sur la limite d'arc. C'est facile d'en mettre beaucoup, quoi. C'est ça, donc moi c'est une alliance que j'aime bien faire en fait. J'ai jamais joué, je l'avoue, je le confesse, Mordor pur, toujours joué en alliance, et avec le Harad notamment. Bon, ça c'était pour la partie du sud, mais on va partir à l'est cette fois-ci, voir les orientaux. Alors les orientaux, ça va pas être une alliance aussi efficace qu'avec le Harad. Il y a 2 versions sur l'alliance, parce que les héros orientaux sont très intéressants. Amdur et les chevaliers dragons, les guerriers prêtres sont des figurines qui sont quand même assez sympas à jouer. Amdur est un excellent duelliste pour aller chercher des héros avec son combat 6, sa lame elfique et sa frappe héroïque gratuite si le héros adverse en fait une. Donc c'est quand même un héros qui est très intéressant à aller envoyer combattre les héros et libérer les Nazgûl ou les choses comme ça. Le chevalier dragon est très bon pour aller chercher un peu la pétaille, parce que c'est un profil, il coûte 85 points avec son cheval caparaçonné, mais il a 3 attaques combat 5, donc il va pouvoir envoyer pas mal de petites patates sur les guerriers et essayer d'en tuer le plus possible. Mais après, la troupe derrière, elle est vraiment, vraiment pas terrible, parce que le guerrier oriental a une bonne défense, mais aucun punch. Puis on a déjà de la bonne défense avec le Mordor, on a déjà du punch avec le Mordor. En fait, il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller chercher de l'oriental défense 6. C'est ça. Le seul intérêt, en fait, si vous voulez vraiment jouer du guerrier oriental, c'est d'avoir au moins un quart de votre armée qui est formée en nombre, pas en points, en nombre de figurines dans votre armée, pour aller chercher le bonus oriental, qui est quand même assez sympathique. Ils gagnent +1 en bravoure lorsqu'ils sont démoralisés, et une fois par partie, ils peuvent relancer le dé qui fait arrêter la partie, en fait. Oui, parce qu'il y a des scénarios qui finissent à 25%, la partie s'arrête, mais là on parle des scénarios qui se terminent quand au moins une des 2 forces est démoralisée. Sur 1 ou 2, la partie s'arrête tout de suite. Donc pouvoir relancer le dé alors que la partie s'arrête et qu'on n'a pas encore marqué les points qu'on veut, c'est très très fort. Ça c'est vraiment sympathique, parce qu'après comme c'est que sur 1 ou 2, on peut gagner comme ça 2 ou 3 tours si on a un peu de chance avec nous. Mais la troupe orientale n'est pas terrible. Il y a juste les catarafactaires qui peuvent être sympas, du coup, parce qu'on peut faire des formations où ils sont en -3 pour avoir le mur de bouclier sur les figurines de cavalerie. Donc la monture va passer défense 6 et Amdur et les catarafactaires vont passer à défense 7. Donc au moins ça les rend insensibles au tir. C'est ça, Ou c'est presque. vraiment cool pour l'avancée, même si bon, vous les placez de manière à ce qu'ils ne soient pas non plus en première ligne. Mais c'est toujours ça de gagner. Bon, on est un peu moins emballé sur l'alliance orientale-Mordor, c'est un peu moins évident à mettre en place, mais on a plusieurs nouveaux héros disponibles chez les Orientaux depuis le dernier supplément, et 2 sont vraiment très sympas, je trouve, pour faire alliance avec le Mordor. On a d'abord l'Empereur Dragon avec son palanquin, donc un bel effet bannière et surtout qui permet de monter une phalange de guerriers dragons à combat 5, et on a aussi Rutabi, qui est un petit héros très punchy, qui cogne bien avec son combat 6, c'est vraiment pas mal. On vous laisse aller regarder tout ça et voir quelles sont les synergies sympas à exploiter. Oui, eh bien, c'est décidé. Cela sera très bon pour vous et des plus amusants pour moi. Ça, c'est pour les alliances naturelles. Il y a des alliances jaunes aussi, on a plusieurs. Elles sont plus ou moins intéressantes. Et forcément, on parle d'héros qui manquent un peu de punch. Moi, je vois une alliance qu'on voit très très souvent sur les tables avec un héros, enfin je devrais dire une madame qui a beaucoup de punch, c'est les habitants sombres de Mirkwood. Parce que la reine araignée, pour le coup, c'est un excellent héros qui va pouvoir permettre de donner beaucoup de bonus au Mordor. Alors on sacrifie carrément le bonus du Mordor. Et c'est comme c'est jaune, on n'a plus le bonus d'armée. Donc on relance plus les 1 pour blesser et on n'a plus le +1 de bravoure. Exactement, mais en fait on va se servir du Mordor pour faire un gros bloc de figurines pour engluer l'armée adverse. Et la reine des araignées, elle, par contre, elle va avoir un pouvoir d'assassin énorme avec la magie des Nazgûl. Et elle va apporter aussi énormément de mobilité via les petites nuées qu'elle va popper, ou des Wargs des Ombres si vous en recrutez, ou voire encore mieux,
la fameuse nuée de chauve-souris, qui va en plus vous permettre d'éviter de paralyser un héros qui cause pas la terreur généralement. Oui, parce que la nuée de chauve-souris, elle va diviser par 2 en arrondissant à l'inférieur la valeur de combat d'une figurine contre laquelle elle est en combat. Donc typiquement, elle est contre un héros combat 6, et bien du coup il tombe à combat 3, et même s'il fait une frappe héroïque, il va caper à combat 5. C'est du coup extrêmement intéressant. Si vous l'associez avec une Spider Queen qui a combat 6 par exemple, au pif, hein, au pif, vous êtes sûr d'avoir la meilleure valeur de combat. Et de one-shot à peu près n'importe quoi. Exactement, ouais. Parce que la Spider Queen tape tellement fort avec le renversement monstrueux, la grosse force, et en plus, elle relance tout pour blesser, absolument tout. Bon, on a Sidé pour faire des blessures en charge, ça va y aller, quoi. C'est clair. Après Gullivar, je pense que c'est le héros le plus fiable pour one-shot un héros adverse. Par contre, un peu à l'image de Gorbak, si j'ose dire, si elle perd son combat, elle va prendre tarif parce qu'elle a que défense 4. Certes, elle a 3 points de vie, mais 0 points de destin. Du coup, elle peut se faire one-shot assez facilement si elle se retrouve dans des situations trop compliquées, ou si vous l'avez envoyé trop loin dans les lignes adverses, etc. Ce qui peut vite arriver, comme elle peut grimper un peu sur tous les décors, c'est très tentant de passer derrière, choper une bannière, choper un héros, on peut vite se faire avoir. Elle est risquée, certes, mais elle a quand même la défense héroïque. Donc si jamais vous sentez que ça peut partir un peu en notre boudin, il y a cette solution-là pour se protéger. J'aime beaucoup les figurines comme ça parce que à la moindre erreur avec, on va la payer cash, donc ça force à faire vraiment attention à ce qu'on fait et à vraiment bien préparer ses mouvements, sa magie si vous jouez des Nazgûl avant, etc. pour préparer le terrain à la Spider Queen. Faut pas se faire surprendre avec, parce que c'est vrai que 2 attaques. Quand elle est pas en charge, voilà, là vous pouvez très vite craquer votre Le 6 il sort vraiment pas vite du tout, quoi. Ouais, c'est ça. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une bannière portative comme Suladan, quoi. Eh oui. Donc voilà, il y a d'autres alliances jaunes qui sont disponibles avec le Mordor. On va penser aux Corsaires, on va penser aux Ferarad, pourquoi pas les Zangars. On a déjà des magiciens sympas, mais on peut aller chercher Saruman. Bon, c'est à vous de voir. On a décidé de plutôt passer vite dessus parce qu'elles nous paraissent moins pertinentes que les 3 dont on vient de parler. Mais maintenant, dans le Mordor, il y a aussi des légions légendaires qui sont disponibles depuis quelques temps. On va commencer par la légion de Gothmog qu'on a déjà énoncée tout à l'heure. Messieurs, est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Donnez vos positions. La légion de Gothmog est centrée sur Gothmog. C'est la légion qui fait référence au siège de Minas Tirith, sur le champ du Pelennor. Du coup, on a vraiment accès qu'aux orques. On n'a pas de Nazgûl, pas d'Uruk, pas de Numénoriens, rien. On a une pléthore d'héros orques, donc on a Gothmog, on a Goroth qu'on va expliquer un peu tout à l'heure, Zakdouche, on n'a pas Kardouche, on a juste un chaman tout simple pour assurer la frénésie. Et après, on a le droit entre les orques du Moranon et les orques du Mordor tout à fait classiques. Et en petite cerise sur le gâteau, un peu de troll et un peu d'engin de siège pour casser les beaux murs de Minas Tirith. Tu as oublié le Gothmog Enfancer. Je parle pas des balafrés. Très bien. Non, c'est vrai que c'est un héros qui nous paraît pas très pertinent. Il a une règle spéciale qui va permettre à Gothmog de dépenser les points de volonté de cette fameuse figurine en tant que point de puissance pour faire des élans seulement. Et en plus, Gothmog avec le Master of Battle, 3 points de puissance, bon, il n'a pas besoin d'encore plus de points de puissance. Surtout qu'il y a les autres héros aussi qui peuvent le faire. Bah oui. Le dernier héros aussi qui est sympa dans cette légion, c'est le tambour orc qui va pouvoir permettre d'augmenter votre mobilité à 12 pouces de ce tambour, de 3 pouces et de 5 pouces pour la cavalerie. Bon, là, il n'y a pas de cavalerie, mais... C'est vrai que c'est une armée qui est exclusivement centrée sur le corps à corps, parce que là, vraiment 0 tir à part le catapulte. Donc, on va vouloir aller chercher l'adversaire directement au combat. Donc, le tambour est ici tout à fait efficace. Hein. Pour pouvoir avancer très vite, venir taper très vite. Puisque marche plus tambour, c'est possible. Donc, vous pouvez avancer potentiellement de 12 pouces sur une figurine d'infanterie chaque tour. Sans aller chercher, évidemment, un combat. Mais bon, 12 pouces, ça fait beaucoup. Parce que du coup, il y a à peu près 2 visions sur cette légion. Soit on joue vraiment la horde à fond et on arrive entre 50 et 60 figs à 800 points, avec quasiment la totalité des héros et full Moranon, une poignée d'orques. Sinon, on fait le choix de mettre une catapulte, et là, pour le coup, on met pas le tambour et on attend et on essaie de faire des tirs de catapulte. On laisse venir, effectivement. Pourquoi pas, ouais. Moi, je suis pas très fan de ce gameplay-là parce qu'on n'a pas d'autres tirs, donc... Moi, je mettrais juste un petit warning sur le tambour qui est une super figurine, mais c'est un héros indépendant et du coup, sur les scénarios d'assassinat de héros, c'est une cible vraiment privilégiée par l'adversaire. Oui, puisque c'est un seul point de vie et un point de destin. En fait, c'est un guerrier de base avec un point de destin, donc bon, il combat pas très bien. Si jamais il se fait choper, ça peut aller très vite, quoi. À faire attention sur les Assassination, les Fog of War, etc. À bien le planquer, quoi. Et dernier petit focus, que du coup, on l'a pas encore fait, c'est Goroth.
qui est sorti en même temps que Guritz, donc chez Forge World. Donc c'est un héros orc qui est un peu boosté aux hormones, puisque c'est un capitaine orc du Moranon amélioré. Cette fois-ci, il a combat 5, costaud, avec une masse à 2 mains. Donc force 5, plus 1 pour blesser, sans le malus, ça commence à taper sévère. 3 points de puissance, comme les héros nommés classiques. Et il a gagné une petite règle spéciale qui augmente très bien sa survie, parce que, en fait, lorsqu'il ne lui reste plus qu'un seul point de vie et 0 point de destin, s'il prend du coup la dernière blessure, s'il a un orc à 1 pouce de lui, il peut transférer cette blessure sur cet orc. Donc vous pouvez accélérer entre guillemets votre seuil de démoralisation, mais de garder votre héros en vie. C'est quand même plus intéressant généralement de le garder en vie pour continuer de taper assez fort. On est sur le même type de gameplay qu'avec Cardouche, sauf que là c'est pour faire survivre Goroth. Du coup ça peut être intéressant de garder des figurines pas chères à côté, comme des guerriers orques de base avec lance en soutien. Il va pouvoir venir sacrifier ces figurines là plutôt que prendre le PV lui, et on va continuer à meuler comme ça avec lui. Par contre, il faut faire attention au moment où on prend 4 ou 5 blessures d'un coup. Sacrifier 5 figurines, ça vaut peut-être pas le coup. Donc, faut quand même faire attention. Faut peser le pour et le contre, comme toujours. C'est ça. Et on l'a peut-être pas assez souligné, mais c'est vraiment l'armée de Gothmog. Donc, Gothmog doit être évidemment le général de l'armée, obligatoirement. Et ces règles spéciales qu'on a abordées tout à l'heure sont boostées. C'est-à-dire que celle qui lui donne la haine des hommes à 3 pouces passe à 12 pouces. Donc ça donne beaucoup d'orques avec ce bonus. Quasiment tous les orques. Et la règle spéciale, le temps des orques est arrivé, passe sur tout le champ de bataille. Donc effectivement, on va avoir des orques bien boostés. Voilà, ça veut dire que le fameux tour où tout s'enchaîne avec le temps des orques est arrivé, autant en version classique, ça fait déjà très mal. Là, normalement, si vous gagnez les combats, vous allez tuer quasiment certainement votre adversaire et ça va faire très mal. Ouais, c'est clair. C'est ça. Donc une très bonne légion pour aller faire de la bagarre, tout simplement. Tout à l'heure, je vous disais que si vous jouez contre de l'homme, Gothmog, c'était une bonne idée. Mais si vous jouez contre de l'homme, la légion est d'autant plus une bonne idée. Ouais. Tue-le. Dans le Mordor, on a une deuxième légion légendaire typée Horde qui va se trouver un petit peu plus loin dans le récit, puisqu'elle se trouve au moment où nos amis de l'Ouest attaquent et veulent défier le Mordor devant la Porte Noire qui s'ouvre, laissant apparaître la bouche de Sauron et un troll vraiment énervé. Aloïs, est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, donc c'est une légion qui est en fait principalement centrée sur le chef troll qui combat Aragorn à la fin du film. Chef troll en fait qui est l'incarnation en quelque sorte de Sauron, puisque pour ceux qui n'ont pas vu les Director's Cut, à la base ils pensaient faire un tournage avec Sauron qui se bat contre Aragorn et ça a été remplacé par le chef troll. Bref, du coup donc ce chef troll, donc vous pouvez en prendre plusieurs si vous avez envie, mais donc il y en a obligatoirement un qui doit être votre général, qui devient un chef troll un petit peu boosté puisqu'on va lui donner des petites stats en plus. On va lui apporter un point de puissance supplémentaire, un point de volonté, un point de destin supplémentaire. Ajoutez à cela la règle sans peur, qui lui permet d'aller chercher une armée des morts, qui sait, je ne sais pas. Ouais, ça devient du coup un général qui cogne très fort avec une bonne ligne de stats. Pour la démo, c'est super parce que du coup votre général il tient forcément et il va passer son tenez bon. Lui est terrifiant, donc en plus on aura du mal à le charger, donc il va encore mieux donner son tenez bon. Et pour aller chercher des héros adverses terrifiants, c'est sans problème. Donc avec le chef troll, on peut aller chercher la bouche de Sauron, que l'on voit succinctement, mais qui existe tout de même, qui a un profil fort sympathique, je trouve. On garde la tête sur les épaules avec celle-là. Technique. Voilà qui met fin à la négociation. La bouche de son qui permet d'apporter un petit peu de diversité, puisqu'elle apporte un peu de magie avec des immobilisations qui peuvent être utiles. Pas beaucoup, parce qu'il a que 4 points de volonté, mais tout de même. Un héros à cheval qui a capacité 5, qui a 2 attaques, c'est toujours appréciable. Et à côté de ça, donc tout ce qu'il y a de plus classique, c'est-à-dire des capitaines orques du Moranon ou orques classiques. La petite faiblesse, c'est qu'on n'a pas accès ici aux chamans orques, qui gomment en fait la bravoure 2 des orques du Moranon et des orques du Mordor. Donc voilà, ça va être la grosse faiblesse de cette armée. Et donc pour le reste, eh bien, on peut recruter soit un troll du Mordor, soit des guerriers orques de tout type, donc Moranon, orques classiques, en leur administrant des épées, des boucliers, tout ce que vous voulez. Sachant que ces orques même sont boostés dans la Légion, il n'y a pas que le troll qui Exactement, il y a un super boost, je trouve, c'est quand ces orques-là sont en phase de combat et qui sont en supériorité numérique. Alors, attention, les lances ne comptent pas dans cette supériorité numérique, ils vont avoir plus 1 pour blesser. Donc déjà qu'on a des figurines qui ont force 4, du moins pour les orques du Moranon, eh bien elles vont pouvoir taper très très fort. Un petit peu comme Gothmog en fait qui apporte le plus 1 pour blesser contre les hommes. Sauf que là c'est sur toute la table. C'est ça, c'est sur toute la table. Alors il faut être en surnombre, et c'est contre n'importe quel type de figurine. Donc on va chercher vraiment à maxer le nombre de figurines
et à espérer encercler notre adversaire pour lui mettre la misère au combat. Et c'est pour ça que moi, sur cette légion, je me pose la question de pas forcément mettre beaucoup de Morannon et d'aller chercher beaucoup d'Orc Warriors pas chers pour être sûr d'être en surnombre. Alors, ils ont que Force 3, on sait que ça nous pose problème, mais là, avec le plus 1 pour blesser, ils vont monter à une Force 5 virtuelle. Oui, ça peut être pas mal de pas mettre que du Morannon. Après, le Morannon blessé sur du 4+, une figurine qui a défense 6, c'est quand même fort C'est appréciable. appréciable, c'est clair. Donc un mix des deux serait intéressant, peut-être pas que des orques simples qui n'ont plus que défense 5, ça part quand même assez très vite, Ta première ligne doit être obligatoirement faite de Morannon pour quand même je pense. encaisser la charge adverse. Après, peut-être mettre un tiers Morannon, 2 tiers guerrier orc pour vraiment tenter d'encercler. Et être le plus nombreux le flanc. possible. Ouais. C'est ça. C'est une liste d'armées à mon avis qui fonctionne très bien à bas format. À plus gros format, vous allez tomber plus facilement contre de la terreur. Vous n'avez rien pour contrer cela. Ouais, puis là, votre magicien qui a la bouche de Sauron avec 4 points de volonté, sur des gros formats avec des héros qui ont beaucoup de points de volonté, voire qui sont restés en la magie, il va plus faire grand chose. On va se faire bouffer, ouais. Mais bon, quand vous pensez que vous pouvez avoir quand même beaucoup de nombre avec un très bon général et qui frappe très fort, c'est quand même une armée qui peut faire peur en 500, 600, 650 points. Ce qu'on en parlait tout à l'heure avec l'Inesgul, le petit combo, on transfixe le général adverse avec la bouche de Sauron, puis on met le chef de troll dessus pour le terminer. Au pif, je pense à ça comme Au ça. pif. Bon, ça peut vous faire gagner des parties assez facilement. Après, quoi. le chef troll, il a pas la mobilité que ont les ombrellés, par exemple, ou la reine des Certes. araignées, donc il a comme un gros soc qui bouge de 6. Il est pas... Ça va être difficile d'aller chercher des héros qui se cachent. C'est ça. Il va falloir compter sur une imprudence de la part de l'adversaire pour aller se jeter dedans. La manœuvre va être un peu compliquée quand même. Il n'y a guère d'espoir. Un espoir de fou. Très bien, il y a encore une 3e légion légendaire dans le Mordor qui cette fois-ci se trouve à Cirith Ungol. On va retrouver notre ami Chagrat, dit Chagratator, mais on en parlera un peu plus profondément dans quelques instants. Gorbag et aussi Shelob. Exactement, donc le Chagrat va occuper du coup le rôle de général de votre armée. Ça va être un très bon général pour le coup parce que il combat bien, combat 5, force 5, défense 7, 3 attaques. La frappe héroïque, La évidemment. frappe héroïque, 3-3-3 sur les C'est caractéristiques. solide. C'est peut-être le héros du Mordor le plus fiable en C'est ça, statistique. hormis le chef troll, mais en taille normale, on va dire, chez Orc ou Rook, ça va être quand même le héros le plus fiable parce qu'il va pouvoir savoir tanker. Il a quand même un pouvoir offensif parce que grâce à son bouclier, il va pouvoir renverser les figurines d'infanterie. Donc quand même 6 attaques. Comme force s'il était 5. un cheval. Exactement. Donc il va pas gagner l'attaque supplémentaire, mais bon, il renverse. C'est quand même ce qu'il y a de plus important. Donc c'est quand même une figurine très intéressante. On va avoir Gorbag, que je vous ai présenté tout à l'heure, qui apporte quand même une deuxième petite menace assez sympa. Et on va avoir Arachné, qui est déjà de base une figurine très intéressante, parce que c'est un monstre qui bouge de 10. C'est une araignée, donc tout ce qui est décor, escalade, etc. Ça traverse sans problème. C'est facile. Et elle a, en plus, avoir des petites règles spéciales qui la boostent. Donc, si vous affrontez du bien, vous êtes bien, parce que grâce à une règle spéciale, elle a toujours faim de viande plus fraîche. Donc si vous affrontez des hommes, des elfes, des nains, voire des hobbits, visiblement il y a des petits hobbits courageux qui arrivent, elle va gagner une attaque de base sur son profil. Donc elle va passer de une attaque, qui était un peu son point faible, à 2 attaques. Donc en charge, elle va avoir 3 attaques, donc elle commence à devenir très intéressante. Bon, si vous affrontez des orques ou des gobelins, l'effet est perdu, mais bon, la figurine reste quand même très très intéressante. Ça devient une Spider Queen, enfin aussi virulente qu'une Spider Oui, Queen. c'est vrai, ouais. Même beaucoup plus fort, parce que combat 7, force 7 et défense 7 et 6 points de vie. Le fameux craquage qu'on parlait tout à l'heure où la Spider Queen pouvait vite sortir de la table, là on est un peu plus tranquille. Défense 7, on peut se la faire, mais il va falloir mettre un peu plus de Il y a toujours moyens. son problème elle doit passer des tests de courage quand Oui, elle on l'a perd pas des encore PV. énoncé, mais effectivement, J'allais y venir. Elle a 6 points de vie, donc ce qui est vraiment cool. 0 puissance, 0 point de destin, donc ce qui est un peu moins cool, mais 6 points de volonté qui vont servir à sa fameuse règle spéciale instant de survie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle va perdre un point de vie, elle va devoir faire un test de bravoure, et si elle est ratée, elle est retirée du champ de bataille comme perte. ça fait peur dit comme ça. Dans les faits, Dans les faits, 6 un points bon de volonté. courage, beaucoup de volonté. Il y a moyen de rester quand même quelques tours. Alors après, attention à la magie qui va pouvoir réduire son point de volonté, infliger des blessures, etc. Mais globalement, à moins que vous n'ayez vraiment pas de chance sur vos jets de dés, elle va pouvoir réussir à sauvegarder ses 2-3 premières blessures assez facilement. Il y a une autre petite règle spéciale en plus, toujours affamée, donc qui lui permet en fait au début d'une phase de mouvement,
du moment qu'elle n'est pas engagée en combat, de tuer une de ses figurines alliées à 1 pouce d'elle. Et si elle fait ainsi, pour le reste du tour, elle va pouvoir rejeter n'importe quel nombre de dés pour savoir qui gagne le combat. C'est un peu comme une bannière, mais ultra boostée, personnelle. Donc voilà, si elle a 3 attaques en charge, elle pourra relancer 3 attaques si elle a besoin pour avoir son petit 6. Ouais, c'est super fort avec son combat 7 en plus. Quand on sait que derrière, c'est une figurine qui renverse et qui a la règle spéciale venin, c'est quand même assez impressionnant. C'est vraiment fort. Et après, il y a 2 petites règles de Légion pour représenter un peu qui contrôle la tour de Cirith Ungol entre les orques et les Uruk-hai. Donc la première règle, c'est animosité. Donc c'est-à-dire que si vous avez un orc et un Uruk qui sont présents dans le même combat, donc engagés au contact socle à socle avec l'ennemi, les figurines ont +1 pour blesser, donc ce qui est un bonus assez sympa mais assez compliqué à mettre en place, puisque faut arriver à mettre 2 figurines contre une. Et ensuite, il y a la petite rivalité Shagrat-Gorbag, qui va se transparaître tout le long de votre partie. Et en fait, le héros parmi les 2 qui a tué le moins de figurines gagne une relance de dés pour gagner le duel. Donc un petit effet bannière assez sympathique, quoi. Ouais, donc c'est une légion qui ouvre pas mal de bonus et qui donne pas mal de possibilités. Après, on va regretter le fait qu'on puisse pas recruter d'Uruk dans des troupes menées par des orques et inversement, ce qui va un peu scinder la force en 2 avec une troupe d'Uruk où il y aura pas de lance parce qu'ils n'ont pas accès à cet équipement-là, donc pas de soutien. On va avoir un peu de mal à mixer les deux, même pour récupérer le bonus. Ça peut être un petit peu compliqué. Bah, c'est clair. Elle est très intéressante sur le papier, mais à jouer sur une table de jeu, c'est compliqué à mettre en place, quoi. Et c'est un peu dommage. Très bien, voilà pour les 3 légions légendaires un peu classiques du Mordor. Et on a une dernière qui est sortie. Ça reste du Mordor parce que ce sont des Nazgûl, même si ça se passe plutôt du coin de la comté au début du premier film. C'est la légion légendaire des Cavaliers Noirs. La fameuse chasse de Frodon et des Hobbits. Donc c'est représenté par une légion où on joue le roi sorcier et ses Nazgûl, jusqu'à 9 figurines toutes montées. Tous les Nazgûl sont customisables, donc ils commencent tous à 65 points, sauf le roi sorcier qui est à 80. Et après on peut rajouter les nombres habituels de points de puissance, de volonté et de destin, sachant que le roi sorcier a accès en plus à la lame de Morgul. Et pas à la couronne. Pas la couronne, effectivement. Pas de Felbeast non plus. Dommage. Petite Felbeast dans le comté, pourtant, je trouve que ça aurait vraiment du cachet. C'est pour ça que Ben ne la joue pas. Bah oui, exactement. Il n'y a pas d'ombre. Par contre, les Nazgûl sur cette légion gagnent énormément de bonus. On va dire qu'ils peuvent, premier bonus, ils peuvent cumuler entre guillemets leur émissaire du mal. C'est-à-dire qu'en fonction de combien de Nazgûl affectent la figurine, vous pouvez aller de -1 jusqu'à -3 de bravoure. Ouais, ce qui fait vraiment un énorme gap pour réussir la test de bravoure. Ça fait vraiment une grosse différence. Un elfe qui a 2 de bravoure, quoi. C'est très très compliqué d'aller chercher une figurine comme ça, quoi, qui cause la terreur. Vu qu'il faut faire 10 avec 2 dés. C'est costaud. Mais c'est pas le seul bonus qu'ils ont, ces Nazgûl. Malheureusement, non. Il y a encore une règle spéciale qui fait que, normalement, un Nazgûl, lorsqu'il combat lors de la phase de combat, il perd 1 point de volonté à la fin de celle-ci. Là, avec cette légion, ce malus, entre guillemets, est supprimé. C'est-à-dire que vous pouvez aller, du coup, faire et de la magie et du combat quasiment autant que vous voulez pendant la partie. Bon, faut toujours faire attention à pas tomber à 0 de points de volonté, sinon le Nazgûl disparaît. Mais en tout cas, c'est pas au combat qu'on va pouvoir tomber. Alors que normalement, un Nazgûl, s'il combat encore et encore, il finira par tomber par 0. Potentiellement, ça peut combattre 20 tours, il n'y a aucun problème. Exactement, donc vous pouvez quand même profiter de votre charge de cavalerie, passer à 2 attaques et faire des petits combats héroïques par-ci par-là, etc., etc. Avec un combat 5 qui est pas dégueu. Une petite contrainte pour attirer une unité adverse, mettre 2-3 Nazgûl, un combat héroïque pour les recharger après par-ci par-là. Ça peut être très 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 sympathique. Il y a beaucoup de combos à faire parce que il y a beaucoup de sorts, les Instilfir pour éclater la phalange adverse et les tirer un maximum, les contraintes, les paralysies, les Black Dart, etc. pour tuer les capitaines adverses, etc. Oui, puis ils ont un sort gratuit réussi automatiquement, c'est le fameux cri des Nazgûl. C'est-à-dire que chaque Nazgûl a le droit, une fois par partie, de déclarer qu'il lance de manière canalisée le sort paralysie, sans avoir besoin de dépenser de points de puissance et sans avoir besoin de dépenser de points de volonté. Le sort est automatiquement réussi sur un 6. Il peut être résisté. Donc très dur à résister, mais sur un 6. Très compliqué. Le sort paralysie de manière canalisée, donc on le rappelle, qui cible une figurine
unique et qui l'empêche de faire la moindre action héroïque pour le reste du tour, l'empêche de frapper si jamais il remporte le combat, et lui fait diviser par 2 arrondi au supérieur ses caractéristiques de capacité de combat, mais aussi d'attaque. Donc on est sur un héros qui ne sait rien faire. Il peut plus frapper pour avoir une meilleure valeur de combat, il a quasiment plus d'attaque, un très mauvais combat. Bon, bah, Autant il devrait prendre un autant bon dire tarif, qu'aller quoi. chercher le général adverse avec cette armée-là, c'est plutôt quelque chose d'envisageable. 9 Black Dart, 9 paralysés canalisés, ça va. Après, le gros problème de cette légion, c'est qu'elle apporte énormément de déséquilibre dans le jeu. Parce que bon, à jouer, c'est très agréable pour le joueur qui la joue, bien que ça soit assez compliqué à jouer, parce qu'il faut quand même... Il n'y a que 9 figurines de cavalerie qui ont un point de vie quand même. Mais la personne en face, en fait, si elle n'a pas de tir, bah, elle va rien faire de la partie en fait. Ses héros vont être paralysés, ses héros vont être tués au Black Dart, et après les guerriers achevés au combat de temps en temps. Parce que bon, une fois qu'il n'y a plus de héros, les Nazgûl peuvent quand même aller au combat assez sereinement. Donc ça va être une partie très très frustrante pour votre adversaire. Puis pour vous aussi peut-être, parce que sur certains scénarios, vous allez être extrêmement avantagé, sur d'autres, ça va être quand même assez compliqué de gagner, là où il va falloir avoir du nombre, où il va falloir tenir peut-être des objectifs, où il va falloir vous disperser, parce qu'on va perdre un petit peu cet effet de bulle, etc. Donc ça déséquilibre effectivement beaucoup le jeu en fait. C'est un peu le côté très négatif de cette légion, où on sent que ils ont peut-être pas fait un travail de recherche très approfondi sur ça, quoi. On comprend l'intention, hein. La thématique de cette armée est vraiment sympa. Bah ouais, ça fait 20 ans qu'on voulait la jouer cette légion. C'est ça, enfin, la scène où il y a Arwen est vraiment géniale, mais c'est vrai que derrière le gameplay est pas forcément génial pour les adversaires. Mais cette légion, elle a quand même pris dans le dernier errata un sacré nerf, puisqu'ils ont modifié la règle Will of Evil en interdisant son porteur d'utiliser son dernier point de volonté à la magie. Avant, la légion, elle pouvait marquer les points qu'il lui fallait et forcer la fin de partie en tombant volontairement à 50 ou 25%, en se dissipant la magie, en faisant des instilfiers dans le vide ou en lançant des Black Dart avec beaucoup de dés. Maintenant, ce n'est plus possible, donc il y a des scénarios qui vont devenir très compliqués. Pensiez-vous vraiment que vos plans et vos manœuvres passeraient inaperçus ? On a une bonne vision d'ensemble sur ce qui est disponible dans cette armée du Mordor. Mais bon, depuis tout à l'heure, je vois bien, on est copains, on est d'accord, on trouve des compromis, etc. Non. Maintenant, il est l'heure des questions du jour. On s'est longuement épanché sur le roi sorcier, qui est le général emblématique du Mordor dans le jeu. Mais ils sont 9 les Nazgûl, et on a 8 autres qui sont nommés. Messieurs, ma question est extrêmement simple. Roi sorcier mis à part, quel est le meilleur Nazgûl ? Est-ce qu'on parle de Mordor pur ou de Mordor en alliance ? Clarification des règles. S'il vous plaît. Monsieur, on a besoin d'avoir les règles. Dans un souci d'un maximum de fight, tu fais ce que tu veux. Il n'y a aucun cadre, le meilleur Nazgûl dans l'absolu. Octogone sans règles. Je le briserai. J'en donnerai 2 donc qui me tiennent à cœur. Le premier, c'est le traître, puisque je l'ai déjà dit, j'aime bien l'alliance avec la horde des serpents. Le traître reste un magicien correct, même s'il n'est pas le meilleur parmi tous les Nazgûl nommés, effectivement. Mais il apporte une capacité spéciale tout à fait unique, qui est la suivante. Au début d'un tour, il va pouvoir déclarer vouloir utiliser sa capacité spéciale en dépensant un point de volonté, qui fait qu'à 6 pouces autour de lui, toutes les figurines armées d'armes empoisonnées ou bien d'arcs empoisonnés pourront relancer leur jet pour blesser raté, et non pas seulement les 1. Donc en fait ça marche extrêmement bien avec le Harad, puisque tous les guerriers Haradrim quasiment tous ont des armes empoisonnées. Ont tous des armes empoisonnées, c'est apporté aussi par leur bonus d'armée, tous ont des arcs empoisonnés aussi quasiment. Donc on va pouvoir avoir un petit peu comme Gothmog qui donnait la relance pour blesser à tous les orques autour de lui, et là on va avoir à 6 pouces autour du traître une relance de toutes les figurines Haradrim. Dans le cadre d'une alliance, moi je trouve ça extrêmement fort. En plus, on a un Nazgûl qui apporte un petit peu de la magie. On peut le mettre à cheval, on peut le mettre peut-être pas sur ombrellé, je sais pas. Moi je suis pas très fan, moi je le laisserai soit à pied, soit à cheval. Pour apporter une bulle peut-être un peu plus importante de 6 pouces. Apporter un petit peu de contrôle à la fois. Bon, après, le problème c'est que ce Nazgûl-là, il concerne pas le Mordor. Donc tu rentres pas dans la question. Mais c'est pour ça que je dis, j'en avais un deuxième. Et du coup, j'ai donné d'abord le mien. Vas-y. Parce que j'ai aussi 2 petites idées. Moi, je vais d'abord commencer doucement. Je trouve que le Sénéchal Noir est un très bon Nazgûl. Il a bien profité de l'arrivée de la V6, parce que c'est un des rares Nazgûl à être boosté sur cette version-là, ce qui va gagner déjà 2 points de volonté. Il passe à 14. Il a un petit combat de 6, qu'aucun autre Nazgûl n'a. Même le roi sorcier n'a pas ça. Et ça va permettre de franchir en fait le palier des combattants elfes. Et comme aucun Nazgûl
hormis Camus et le roi sorcier dont la frappe, c'est vrai que d'avoir de base combat 6, monter sur une ombre ailée, il va pouvoir aller au combat et faire des trous au combat. Avec la petite réserve que comme il n'a pas la frappe, c'est C6 et puis c'est tout. C'est C6 et c'est tout. On pourra pas aller chercher un combat 10 pour aller challenger un héros, par exemple. Non, mais pour aller taper des guerriers, je dis pas d'aller chercher des gros héros, mais pour aller taper du guerrier, le combat 6 suffit dans 90% des cas. Non, mais là, ça marche que pour les elfes, ton histoire. Dans les autres cas, la capacité 6 ne sert pas. Les demi-trolls, les chevaliers de Lamroth. Je peux continuer. Chevaliers de Lamroth, s'ils sont proches d'Imrail. Il y a de plus en plus de combat 5, parce qu'on peut mettre aussi le petit alette avec le Rohan. S'il est au combat, le Rohan passe à combat 5, etc. etc. Tous les héros combat 5 qui sont paralysés, qui ne peuvent pas faire de frappe, boum, t'as un combat 6. C'est quand même assez intéressant. Et en plus, on peut claquer son petit point de volonté pour faire un effet bannière sur tous les guerriers, pas les héros malheureusement, et donc pas lui, pour avoir une relance de bannière sur 6 pas. Et ça, c'est quand même assez balèze si vous n'avez pas pris de bannière, ou si votre bannière a déjà été tuée, ou si elle est à un autre endroit du champ de bataille. Je suis assez d'accord que c'est un bon héros, parce que je suis pas dans le déni total, mais je pense que c'est un héros qui fonctionne bien uniquement s'il est sur ombre ailée. Pour pouvoir profiter vraiment pleinement de ses stats de combat, si c'est sur un cheval, tu auras maximum 2 attaques en charge, je trouve ça quand même beaucoup moins intéressant. Le traître, il fonctionnera mieux sur son ombre ailée. Non, pas forcément. Le traître, on n'a pas besoin d'optimiser le combat 6 puisqu'il l'a pas. Mais je suis pas là pour démonter ton truc, je suis d'accord que c'est une bonne figue, je dis juste que voilà, le Sénéchal pour moi fonctionne vraiment bien uniquement si tu le mets sur ombre ailée. Je trouve qu'il y a plus intéressant que d'aller mettre un mec C6 avec une seule attaque pour 130 points. La liste de nos alliés s'amenuise. J'ai l'impression que t'as un meilleur Nazgûl à nous proposer. Différent. Je parie que c'est le Seigneur des Ombres, parce que ça protège le Harad. Pas du tout. Moi, en termes de, justement, héros combattant, je préfère Camul, qui est pour moi un excellent Nazgûl combattant. Alors certes, il n'a pas la capacité 6, comme le Sénéchal Noir, mais il a une petite règle spéciale en dépensant un point de volonté au début de chaque tour, c'est qu'il peut améliorer une de ses statistiques au choix. Donc ça peut être soit la capacité de combat, soit sa valeur d'attaque. Donc ça peut lui faire passer, alors s'il est à cheval ça peut être intéressant, ça peut lui donner une 3e attaque en charge. S'il a besoin de passer effectivement cette fameuse barre de la capacité 5, il peut passer à la capacité 6. Quand il est sur une ombre ailée, c'est pas très intéressant de monter son nombre d'attaques. Donc voilà, on a un héros combattant qui à mon sens est tout aussi fort que le Sénéchal, qui peut s'adapter un petit peu plus, il est un petit peu plus polyvalent, il peut même augmenter sa force si je ne dis pas de bêtises, oui. Il a la frappe. Et petite règle supplémentaire, c'est que Camul récupère un point de volonté pour chaque figurine qu'il va tuer durant une phase de combat. Donc effectivement, s'il est engagé contre 2 ou 3 figurines et qu'il les tue, les 2 ou les 3, il va regagner 2 ou 3 points de volonté. Donc en plus de pouvoir faire de la magie, c'est vraiment pas un excellent magicien, ça il faut bien le dire, mais quand même, il peut faire une paralysie, il peut aller faire un Black Dart, et en plus être un excellent combattant avec beaucoup de punch. Non, on peut se permettre de dépenser beaucoup de dés pour lancer les sorts puisqu'on est quasiment sûr de les récupérer. Alors on restera peut-être pas à 12 points toute la partie, mais on va rester à des scores très importants. Exactement. Tu peux rester qu'à 11 en fait, parce que comme tu dois dépenser ton point de volonté à la fin de la phase de combat, tu vas retomber à 11. Bien vu. Mais c'est effectivement un très bon guerrier. Après, malheureusement, sa magie, ça laisse un peu à désirer, puisqu'on aime bien faire des combos avec ses Nazgûl, de Campbell plus le combat. C'est vrai que le Compel à 5+, ça fait mal quoi. Bon, de toute façon, il passera parce que le Compel, on le tente rarement de toute façon à 2D. Pourquoi pas essayer avec le roi sorcier à cheval, qui est spécialisé dans la magie par exemple. Et pour venir finir le boulot avec évidemment, il y a derrière. boulot, mais... Toujours une doublette de Nazgûl, quel qu'il soit, ça reste très très fort. Exact. Après, Camul, oui, il peut s'essouffler très vite si c'est un peu comme la reine des araignées ou quoi. S'il est isolé, il peut se faire attraper après très facilement. En combattant, c'est quand même le Nazgûl le plus fiable parce qu'il peut vraiment enchaîner les combats au fur et à mesure de la partie sans sourciller si vous arrivez à tuer vos figurines, parce que son problème en fait c'est que vous voulez utiliser sa règle spéciale de drain de vie pour regagner des points de volonté et vous serez tenté de faire des combats héroïques. Donc après ça veut dire moins de puissance disponible si vous ratez vos jets, etc. etc. Et puis vous claquez un point de volonté pour augmenter ses stats, vous claquez un deuxième point de volonté pour participer à un combat, donc ça veut dire qu'il faut déjà tuer 2 figurines pour essayer d'annuler à peu près ces dépenses-là, plus la magie. Ouais, après comme on part sur un capital de 12 points à la base, on a le temps de voir venir quoi. Oui, mais il est assez dur à manier, on peut pas faire n'importe quoi avec, on peut pas claquer sa règle spéciale à chaque tour,
faire des combats à chaque tour et faire des sorts, une contrainte à 3D à chaque tour non plus, quoi. Alors, Aloïs, on a eu 2. Est-ce que toi, PA, t'en as un deuxième à nous proposer ? Je vais plutôt parler du Seigneur des Ombres, qui était déjà très fort en V5, mais là on va avoir de plus en plus d'armées ou de légions où le tir va être très présent. On pense aux Rangers de l'Itilien, on pense aux Chevaliers de Rivendell, on va penser maintenant aux Rangers de Mirkwood, la nouvelle légion sortie récemment, ou encore le Harad ou les chasseurs d'Azog qui peuvent avoir jusqu'à 50% d'archers. Dans la méta, le tir commence à prendre de plus en plus d'importance, et du coup le Seigneur des Ombres, alors peut-être pas en général, mais en deuxième Nazgûl pour apporter sa règle en fait Suaire des Ténèbres, qui va en fait vous faire toucher toutes les figurines à moins de 6 pas de lui sur du 6, donc ce qui va faire une belle protection sur le tir. Et ça, à mon avis, on va le voir de plus en plus. Oui, allié au pif avec la Spider Queen, qui est très fragile. Bon, voilà, ça permet de faire un petit filtre sympa, quoi. Il n'y aura que Legolas qui pourra toujours embêter avec son 2+. Effectivement, ça sera qu'un tir. Donc il faudra qu'il fasse 3 tours de tir. Bon, on n'arrivera pas à trouver le meilleur Nazgûl. Il y en a plusieurs qui sont très intéressants, suivant les types de listes que vous voulez faire, suivant les alliances avec qui vous jouez, parce qu'effectivement, il y a un peu un Nazgûl par faction du mal. On vous laisse un peu chercher tout ça. On a évoqué beaucoup de héros. Des gros héros comme le Witchkill, les Nazgûl qu'on a vus juste avant, là, qui sont dans les 120 points, suivant comment ils sont équipés. On a vu des héros plus petits. Bon, beaucoup de choses disponibles. Mais alors du coup, qu'est-ce que je fais ? Moi, je suis joueur du Mordor, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je mets beaucoup de points dans des héros qui n'étaient pas très nombreux ? Ou est-ce que je prends plein de petits pour jouer la horde et maximiser le bonus ? Alors, on a beaucoup débattu sur les effets coup de poing, Spider Queen, Roi Sorcier, tout ça. Mais moi, je suis en train d'explorer en ce moment plutôt le côté horde du Mordor. Je trouve, donc en armée pure, généralement, que je trouve assez intéressant parce qu'on a accès à un nombre de héros pas cher, vraiment en nombre, et on peut faire vraiment beaucoup de choses différentes, avec Cardouche qui va fiabiliser les orques, Goroth et Gorbag qui peuvent aller au combat, voire Chagrat pour avoir quelque chose d'un peu plus tanky en tant que général, et des petits Nazgûl non nommés, comme on a vu tout à l'heure, en plus petit profil possible, pour justement avoir un petit soutien magique et embêter un peu les généraux adverses, et après derrière d'aligner 50, 60 orques derrière avec un peu de Núménorien, histoire d'avoir une petite élite. Ouais, un peu de combat 4, un peu de terreur aussi qui est toujours sympa. Ouais, sur les flancs c'est surtout c'est très très utile, et on peut facilement monter à 50, 60 figues dans son armée et vraiment du coup surprendre son adversaire et l'engluer et vraiment le grignoter petit à petit et jouer sur la démoralisation. Alors certes, les généraux vont peut-être un peu difficiles à aller chercher parce que le joueur en face va peut-être pas vous l'offrir. Ouais, il va falloir compter sur des parties un peu longues ou sur un craquage, quoi, mais c'est pas évident. Parce qu'il va pas exposer son général au Nazgûl ou des choses comme ça. Du coup, on va peut-être plus miser sur la démoralisation, parce que vous allez perdre 20 figues et vous allez être 40, et votre gars en face, il va être 40 de base, s'il perd 20 figues, il sera plus que 20. Hein. Donc au fur et à mesure, vous allez pouvoir grignoter et faire peser votre nombre très fortement sur votre adversaire. Et franchement, c'est quand même plutôt efficace parce que beaucoup de scénarios demandent des contrôles d'objectifs. Avec 60 figues, c'est plutôt cadeau. Au niveau des mouvements, si vous mettez un peu les numériens de côté et vous prenez un tambour, vous avez quand même une grosse mobilité, comme on l'a dit pour la Légion de Gothmog. Oui, parce que le tambour, il va être effectif sur les Mordor orques, donc les Black Num, ils vont pas pouvoir en bénéficier. Ou alors on prend un troll avec tambour, et là, c'est toute votre armée qui profite, mais c'est un sacré investissement. Ça, je sais pas trop si ça vaut le coup, mais vous pouvez quand même mettre une énorme pression tout de suite sur votre adversaire, avoir les soutiens magiques des Nazgûl, Gurrit, Cardouche, Goroth, Gorbag, faites-vous plaisir. Voir la bouche de Sauron aussi, hein, qui est un bon petit héros polyvalent qui sera votre général parce que héros de valeur. Vous pouvez vraiment apporter de la pression facilement avec 24 Morannon, ça fait peur quand même. Les gros héros adverses vous font pas si peur que ça parce que soit vous bloquez avec un guerrier ou alors vous le paralysez et là c'est cadeau. Ça c'est très bien, je comprends l'idée et tout. Après moi j'aime quand ça claque. Tu vois, j'aime quand il y a du panache, je crois qu'Aloïs toi aussi. Bien sûr, évidemment. Bon, on a quand même déjà pas mal parlé avec les gros héros que le Mordor a. On a des grosses forces de frappe à travers les ombres ailées, on a vu l'association avec la Spider Queen,
des héros comme Chagrat qui tapent fort au corps à corps. Donc la Horde, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est d'avoir effectivement un nombre un petit peu plus réduit, autour de 30, entre 35-40 figues, 45 figues peut-être, pas plus. Mais du coup, on va aller chercher des plus gros héros, tout en gardant du coup évidemment une ligne de front, enfin un bloc d'infanterie tout à fait viable, donc plutôt Numénorien noir associé à du Moranon, qui vont bien résister, donc grosse défense, bonne bravoure, un peu de terreur, donc pour pas trop subir le surnombre, voilà, qui vont permettre d'encaisser les coups, de porter les coups aussi un petit peu, et après on va beaucoup se baser sur la magie, donc associer a priori le roi sorcier plus un autre Nazgûl, plus deux petits autres Nazgûl, pour avoir beaucoup de contrôle sur les héros adverses, pour aller les chercher. Pourquoi pas une autre force de frappe hyper violente comme la Spider Queen, associée à un Chagrat ou un Suladan qui vont apporter la bannière, ou même du punch en allant en charge. Là, l'objectif sera peut-être un peu moins de jouer sur le nombre et sur la démoralisation de l'armée adverse, mais plus aller chercher le général adverse, empêcher les héros de faire quelque chose et contrôler en fait votre partie avec vos héros. Qui est un style qui marche parce qu'on joue ça en équipe de France ETC depuis 3 ans. Quoi. Ouais, c'est ça. Non mais c'est vrai qu'en plus c'est un style perso que j'aime beaucoup pratiquer. Il y a un côté très satisfaisant à aller faire sauter le général adverse tour 1. Ça met les bases de la partie tout de suite. Après, le gros penchant de ce truc là, c'est qu'on peut être amené à prendre des risques. Ces risques, ils payent pas forcément, et après, on peut vite isoler un roi sorcier tout seul sur son ombrelé, on peut vite perdre sa Spider Queen sur un placement malencontreux, sur des dés qui craquent, et puis d'un coup, si vous êtes peu nombreux et que vous perdez vos grosses forces, il vous reste plus grand chose, quoi. Puis ce style-là aussi est aussi très vulnérable à la magie adverse, parce que si on a un Gandalf, un Galadriel, ou même un roi sorcier en face aussi, parce qu'on affronte du Mordor, ça va être du combat de magie, et c'est pas sûr qu'on le gagne à 100%. Le côté de la Horde, c'est que si on affronte de la magie en face, ok, tu vas me paralyser Goroth, et il se passe rien derrière en fait. Goroth, c'est pas lui qui va faire la partie. C'est pas Cardouche qui va faire la partie. C'est vraiment le poids du nombre. Alors après, forcément, la Horde, il y a aussi des types de listes qui la contre assez facilement. Mais on est moins sensible à la magie qui est aussi assez présente dans les hauts niveaux de tournois. Et ça peut être une option. Je dis pas que c'est la meilleure option, parce que. Enfin, moi, c'est ce que j'ai demandé à perso. Mais c'est une option. C'est deux styles de jeu vraiment différents. Parce que la Horde, on la joue pas comme une opération coupe-point, quoi. Parce que l'opération coupe-point, c'est une contrainte, une charge d'ombrelé, et puis au revoir. C'est délicieux. C'est ça. Ah, c'est sûr que ça fait plaisir. Elle passe, ça fait plaisir. Et puis, mais l'adversaire, il apprécie vraiment pas. C'est très très frustrant de jouer contre ce genre de liste où tu peux pas faire. En fait, tu subis beaucoup. Tes héros subissent beaucoup et tu te prends des paralysies, des contraintes, des machins. Tu te fais sauter tes héros un par un. Il faut avoir la résilience mentale de se dire que c'est peut-être les troupes qui vont faire la différence à côté. C'est pas évident. Mais voilà, c'est ça. T'affrontes de la défense 6, de la terreur, de la force 4. C'est vraiment pas évident. Alors que le côté Horde, il y a le côté psychologique où il croit il te fait des morts, mais tu lui en fais autant que lui. Donc, il croit qu'il est bien, mais il est pas bien du tout. Si le ratio il est de 1 pour 1, la Horde elle va forcément finir par gagner. Et tu as quand même toujours le support magique qui fait que les héros adverses sont toujours un peu... Ils n'arriveront pas à combler l'écart en faisant 4 morts par tour. Mais moi, je suis plus... là, je défends la team Punch. Mais moi, je suis plus team Horde de manière générale. Quand je joue Mordor... moi, je joue toujours en alliance, mais je joue avec la Horde. Hein. Mes invités se sont alliés contre moi, je n'en reviens pas. Je n'ai jamais fait que vous servir, monseigneur. Bon, très bien, du coup, on vous laissera faire le choix entre la guerre éclair extrêmement bruyante et fracassante et celle d'usure de la Horde qui gagnera lentement mais sûrement. Il y a beaucoup de choses déjà présentes dans le Mordor, des armes de siège, des grandes bêtes, beaucoup de héros, beaucoup de troupes, beaucoup d'alliances possibles, etc. Mais est-ce qu'il y a des sorties qui sont prévues et des nouveautés qu'on attend peut-être ? En termes de nouveautés, on a eu déjà des petits sets 2D du roi sorcier et de Baragdo qui sont toujours sympas, et une nouvelle figurine plastique du roi sorcier qui est absolument magnifique. Au début, je l'ai trouvée un peu bizarre. En fait, elle est vraiment très belle. En plus, elle est modulable. On peut lui mettre la couronne ou pas, le fléau ou pas. C'est vraiment bien, je trouve. C'est une figurine super, où il module les kits. C'est vraiment top. Mais on a surtout eu 2 nouveaux héros orques dans l'année supplément. Et le premier, c'est Razgoush. Alors c'est un nouveau héros de valeur qui est disponible dans le Mordor, donc ça va être sympa pour les alliances jaunes que ça ouvre. Et lui, il est vraiment spécialisé contre les elfes, puisqu'il a une règle anti-lame elfique, et puis il est également Elfbane et la haine des elfes. Mais il va surtout être très intéressant car il permet de recruter des wargs sauvages, des araignées, mais surtout des Batswarm directement
avec lui dans le Mordor. Et quand on connaît la pertinence et la puissance des Batsworms en compétitif dans les armées du mal, c'est vraiment très très sympa. Et l'autre, c'est un chaman qui peut regagner des points de volonté en tuant ses ennemis au corps à corps. Alors son petit nom à lui c'est Mousgour et il nous apporte un sort qui est vraiment très intéressant en plus du transfixe à 4+ qu'il a, c'est le Wither qui permet de retirer 1 de force à une figurine ennemie et dans mon esprit c'est vraiment très sympa de se servir de ça comme un sapwill pour forcer l'adversaire à dépenser sa volonté pour pas finir force 1 et ne plus pouvoir rien faire avec sa héros. Mis à part ça, en donc termes de sortie, en fait il y a tellement de choses qui sont déjà sorties pour le Mordor. Ils sont déjà tellement de profils différents. Tout est en plastique déjà quasiment. Ouais, on a tout ce qu'on veut. Il n'y a même pas de figurines qui n'existent pas. Puis en fait, je vois pas trop ce qu'ils pourraient rajouter. Déjà du film, je crois pas qu'ils aient oublié quelque chose. A priori, ils ont pris tous les filons ont été exploités. Tout le filon a été exploité. Tout acteur secondaire, tertiaire a été mis dans un profil. Donc, je vois pas trop ce qui pourrait sortir. Est-ce qu'il y a vraiment besoin On a eu les légions dans les différents suppléments qui sont sortis. Après, ce qu'on pourrait demander, c'est des décors à la limite du Mordor. Parce que on a eu Dol Guldur, on a eu le Rohan, Minas Tirith. On veut Cirith Ungol, on veut Barad-dûr. Voilà, taille 1 pour 1, c'est possible. Poste ta tour sur la table et puis c'est bon. Et quid d'une figurine œil de Sauron. Et pourquoi pas ? Franchement. Avec un effet type Palantir. Ouais, je sais pas. Il y avait une règle spéciale dans l'ancien supplément Mordor de la V5, je crois, de la V4, où il y avait un scénario avec justement un socle de cavalerie qui représente en fait la trajectoire de l'œil, et qui accorde du coup des bonus aux orques et des malus à la figurine. Ça pourrait être sympa ça. Comme je sais pas si vous avez joué à Bataille pour la Terre du Milieu, tu pouvais invoquer des sorts et t'avais l'œil de Sauron qui boostait les armées quand il arrivait sur le champ de bataille. Ah, c'est ça. Ah, ça c'est une bonne idée, tiens. On compte sur vous si ça vous plaît pour faire passer le mot à Game Workshop. Exactement. On sait jamais. Dans les facs là. Bombarder d'emails, c'est bon. Si vous le voulez, venez donc le réclamer. Mais alors justement, il y a tellement de figurines et de profils disponibles dans le Mordor. Est-ce que c'est pas trop ? C'est beaucoup en tout cas. Disons qu'aucune autre faction du jeu n'a autant de possibilités, autant de choix que le Mordor. C'est la faction avec le plus d'entrées héros et guerriers. Et en plus, ils ont des alliances. Vertes. Moi, c'est un peu le regret que j'ai sur ce Mordor-là. Moi, je suis un peu nostalgique du temps du supplément Légion de la Terre du Milieu qui était sorti en 2007 ou 2008, quelque chose comme ça. Où le Mordor, là, pour le coup, était éclaté en 3, 4, 5 sous-factions. Et je pense que c'est ça qui rend le Mordor aujourd'hui aussi compétitif, c'est qu'en fait, toutes ces forces sont condensées en une seule liste d'armées. C'est-à-dire qu'on peut mettre le Numénor, le Morannon dans la même troupe, or qu'en vrai, de ce qu'on voit dans les films ou ils se côtoient pas trop. Ils se côtoient pas trop. C'est ça. Alors que si juste simplement on divise le Mordor, on va dire en 3 sous-factions, on va dire Cirith Ungol, Porte Noire, Minas Morgul. En termes d'alliance, ça sera vert parce que ça reste le Mordor. On va peut-être pas non plus être trop carré, mais au moins si on doit mettre nos Numérions d'un côté et les Morannon avec lance de l'autre, peut-être que ça va nous faire réfléchir, et au lieu de prendre du Morannon, on va peut-être prendre du soutien orc classique, tout simplement pour jouer plus safe. Il y aurait un prix à payer pour pouvoir proposer ces phalanges ultra optimisées. Exactement. Le risque d'arriver éclaté, le devoir de devoir prendre des héros de chaque camp pour pouvoir ramener du monde, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et peut-être aussi au niveau des Nazgûl, on voit comme on en a 9, peut-être dire que le Mordor, peut-être il en a que 4 nommés pour lui, et on laisse le traître au Harad, on laisse Camul aux Orientaux, et à Langmar on laisse l'Innommable et le Dumerlek par exemple. C'est vrai que là cette flexibilité c'est assez dingue quoi. C'est les Nazgûl peuvent être pris pour la faction alliée ou pour le Mordor. Parce que le traître dans le Mordor en classique, je vois pas trop là. C'est bien de l'avoir. Oui, mais c'est pas très intéressant. C'est pas intéressant. Retravailler peut-être la découpe du Mordor, ça serait une bonne idée, et peut-être retirer quelques Nazgûl nommés. Est-ce que ce sera fait après ça ? Jamais de la vie. Ça c'est pas dit, C'est pas joué en Angleterre. Le Mordor. Peu à haut niveau. Je vois jamais de liste passer Mordor dans les top joueurs. Dans les top joueurs, à chaque fois, c'est à peu près les armées du Hobbit qui reviennent. Oui, c'est ça. De la donc à partir du moment où en Angleterre, armées. c'est pas trop fort, il n'y aura pas de changement à porter. Je sais que Jay a joué Barad-dûr à un tournoi. Ok, Barad-dûr, c'est particulier. Voilà, c'est pour rigoler, c'est pour dire quoi. C'est ça. C'est pour dire que je vous ai éclaté avec Sauron. La victoire était proche, mais le pouvoir de l'anneau ne pouvait être vaincu.
La hype du Hobbit en Angleterre est aussi très très forte, et voire plus forte qu'ici, donc ça joue aussi sur la présence d'armées dans les hauts tableaux. Bon, et dans toutes ces figurines et tous ces profils, il y en a quelques-uns, on les a pas tous abordés, mais il y en a quelques-uns qui sont décevants. Je pense par exemple au Blackguard. Bah, c'est ça, toute la partie Uruk-hai, mis à part Shagrat qui est réussie, la partie Uruk-hai est complètement ratée. C'est vraiment frustrant, moi. Autant les Uruk du Mordor, tu vois, c'est pas très intéressant parce que c'est un peu des doublons du Moranon, je trouve. Enfin bon, ça apporte pas grand-chose. Autant les Blackguard, tu te dis, ah ouais, ok, une fille qui a capacité 4, force 5. Ouais, force 5, ça fait rêver. Hein. Ça fait rêver, tu te dis, ah ok, cool. Pour taper du nain, c'est ou ça. Le mur de bouclier de Minas Tirith, c'est vraiment cool. C'est si cher en fait. Enfin, vraiment, t'as pas envie de la prendre, c'est beaucoup trop cher. 12 points la fille. Ouais, c'est ça. Puis elle sera encore mieux à 13 points si tu lui payes une hache. Force 5, tu peux tailler. Alors là, t'es le roi du monde. Ah, c'est clair. 13 points. Tant qu'à faire, franchement. Tant qu'à faire. Quitte à la jouer, autant la sortir en full option, quoi. Imagine, c'est plus cher qu'un gars de KZ Doom. Ils ont aussi un tambour Uruk-hai, Blackguard. Oui. Il ne sert que pour les Uruk. C'est vrai. Si tu veux jouer full Uruk, et pourquoi pas, bah, tu peux le faire. Ah, voilà, en V5 c'était cool parce que du coup tu pouvais faire une alliance avec Isengard et ça marchait pour les deux. Ah, c'est plus le cas maintenant, c'est Mordor Uruk maintenant. C'est ça. Ah, dommage. Double mot-clé. Ah mince. Surtout que le chaman d'Isengard du coup fonctionnait sur les Uruk-hai du Mordor. Ah, sympa. Toujours plus. Ouais. Après, oui, on peut regretter qu'il y a beaucoup de doublons au niveau des héros. Gorbak, Grishnak, Zakdush. Ah oui, c'est tous 3 des héros qui se fois à peu ressemblent. près le même profil, à 50, 60 points. Et après, sinon, donc, c'est au niveau des Nazgûl, qui ont pas mal été retravaillés par la V6, parce qu'ils étaient vraiment omniprésents et très très forts en V5. Et du coup, on a un vrai écart entre certains Nazgûl qui restent top tier, qui sont vraiment forts, et d'autres qui sont complètement passés aux oubliettes, qu'on n'a plus du tout envie d'intégrer. Le Dwemer Lake, le Chevalier d'Umbar. Dans une moindre mesure, il y a le Tainted, qui peut être joué lui pour le coup, mais vraiment les deux premiers cités sont vraiment... Ils sont passés de vraiment top à vraiment nul. Ouais, et c'est dommage parce qu'en plus, moi c'est une figurine que j'ai envie de jouer. Surtout le Chevalier d'Umbar. Je l'ai joué une fois en tournoi, c'est pas si mal, mais bon, l'intérêt c'est d'aller chercher un gros héros adverse. Et s'il frappe, bon. Tu peux pas frapper. Bah ouais. Les certains ajustements qui étaient nécessaires, parce que le Dwemer Lake était complètement fumé. Oui, bien sûr. Le Chevalier d'Umbar, 3 points de puissance, 14 points de volonté, sans dépenser de volonté si tu gagnais le combat. C'était quand même très fort. Je pense qu'il y avait quand même des ajustements. Ils étaient pas obligés d'être aussi forts pour les rendre injouables aujourd'hui. L'Innommable, je pense qu'il paye toujours sa pub de la V5. Comme il n'était pas sorti en V5, puisqu'il a reçu quand même un petit boost. Il est passé quand même à 2 points de puissance, 2 points de destin et 14 points de volonté. Sa règle est intéressante. On le voit pas, mais sa règle reste intéressante. C'est ça. Et il y a l'Immortel, bon, on n'en a pas parlé, mais lui... L'Immortel est toujours intéressant en tant que général. Si là, pour le coup, on cherche un autre général solide, c'est plus pour le jeu d'équipe, parce que le roi sorcier... Voilà, quand le roi sorcier est déjà pris dans une liste d'un coéquipier, et on peut utiliser lui. Exactement, parce que ses points de volonté peuvent être utilisés en tant que points de destin. Bon, il est passé de 20 points de volonté à 18. Si je dis pas de ça fait quand même 18 points de destin, même si on a besoin pour de la magie, mais bon voilà, il devrait survivre à la partie. Exactement. Moi, je regrette surtout qu'ils aient beaucoup centré le Mordor sur le roi sorcier. C'est mon plus gros regret. Je pense qu'il y a d'autres héros qui auraient pu prendre pour offrir plusieurs choix de généraux. C'est vrai que quand tu joues Mordor, tu joues le roi sorcier, quoi. À moins qu'effectivement il y ait un jeu d'équipe derrière et que tu partes sur autre chose. Mais sinon, c'est roi sorcier automatique. Est-ce que même on a parlé de Gothmog comme deuxième général possible dans la liste, mais en fait, si on veut jouer Gothmog, on va plutôt le jouer en Légion pour le maximiser. Et du coup, sans magie. Et du coup, à gros format et en compétitif, on va avoir du mal à sortir un Mordor sans du tout de Nazgûl, quoi. C'est ça, parce que la légende légendaire de Gothmog tend quand même à sortir de la Horde, mais une Horde du Mordor en simple est quand même beaucoup plus efficace. Alors oui, on n'aura pas un Gothmog dans la Horde, mais on aura 2 petits Nazgûl qui vont bloquer, des petits héros par-ci par-là, et on aura autant de figurines. Et on aura un bonus de bravoure et de relance pour blesser. Peut-être moins fort que le plus 1 pour blesser de Gothmog contre les hommes, mais plus fiable. Donc Barad-dûr, tu nous as entendu, on attend un nouveau challenger pour venir détrôner le roi sorcier. C'est ça. Bon, merci beaucoup messieurs et à la prochaine. Merci à toi. Ciao. Bien le bonjour. Comment allons-nous ? Dans le prochain épisode, nous allons nous pencher
encore un peu plus qu'à l'habitude, pour partir rencontrer les protégés d'Aolé. Par les montagnes bleues, au mont d'Erebor ou par les profondes mines du royaume de Khazad-dûm, nous partirons à la rencontre des nains sous la montagne. Et ils appellent ça une mine. Une mine! Si vous avez aimé ce podcast, pensez à liker et à vous abonner. N'hésitez pas à nous faire connaître vos envies et retours dans l'espace commentaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur Radio Barad-dûr, l'émission faite par et pour les plus grands généraux de la Terre du Milieu.